Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez pu recharger les batteries. Je profite du début de cet épisode 61 pour souhaiter à chacun d'entre vous une excellente année 2024. Je suis sûr que vous avez tous des projets plein la tête. Je vous souhaite qu'ils se réalisent. Et côté horloge, je vous souhaite de faire avancer votre collection, d'affiner vos goûts, de ressentir de nouvelles émotions, de poursuivre la quête, de faire des erreurs car elles font toutes partie du chemin. Aimez les montres pour ce qu'elles sont, à savoir un vecteur d'émotion, de valeur, de plaisir des yeux, mais ne prenez que le positif. Et ne vous y trompez pas. Faites-vous plaisir pour vous, pas pour impressionner ou pour paraître. Vous n'en serez que bien plus heureux. Préférez des montres qui vous ressemblent et ne choisissez pas le rêve d'un autre. En bref, portez ce que vous aimez, mais ça vous connaissez. Vous pouvez compter sur moi en 2024 pour vous faire découvrir encore plus de marques, de modèles et d'histoires ultra inspirantes. Et maintenant, place à l'épisode 61. Voici rien que pour vous la deuxième partie du Watches and Friends enregistrée avec l'ami Dylan Trekking. Comme dans le premier volet, on y parle horlo, on partage des actus et on discute entre amis. Et comme toujours, vous êtes le bienvenu. On vous a gardé une place juste en face. Installez-vous confortablement et profitez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 61 de Démontrez-vous. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une fois encore Dylan, quelqu'un dans l'émission que vous aviez adoré, Dylan Auguste, aussi qui est passé dans l'épisode 59. Salut Dylan. Salut, il est déjà de retour. Il est déjà de retour. Allez, je fais un tout petit flashback vraiment pour les mauvais élèves au fond de la classe près du radiateur. Dylan Auguste, plus connu sous le nom de Dylan Trekking. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, il peut y en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, tu es aventurier, explorateur, connu pour tes traversées, pour tes exploits depuis, on va dire, depuis 2019. Allez, depuis 2019. Traversée du Canada, enfin, tu avais traversé l'Atlantique, Islande, Laponie, etc. Volontairement, si vous voulez en savoir plus, les gars, soyez curieux, allez chercher. Je vais pas tout vous servir sur un plateau, ça serait trop facile. Tu as également aussi et surtout, donc tu es présent sur YouTube, bien sûr, etc. Mais tu as aussi et surtout créé ta chaîne sur Twitch, qui défonce, qui cartonne, qui marche très bien avec la fameuse émission No Cheat Code. On est content. on est content. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Et vraiment, vous allez kiffer. C'est l'émission de survie in real life. C'est ça. On a amené la survie sur Twitch en direct. Voilà, t'invites des streamers, des youtubeurs, des gamers, des podcasters. Ouais, des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dehors en vrai. Hein. C'est un peu le concept, ouais. Et on leur fait faire des trucs de on leur fait allumer du feu, on leur fait couper du bois, c'est rigolo. Déjà, vous verrez que ces mecs-là n'ont pas juste qu'un tronc et une tête, mais ils ont aussi des jambes. Alors des fois, ils ont des jambes très surprenantes, somme toute, mais ils ont des jambes. C'est pas gentil ça. Ah ouais, bah ils sauront de qui je parle. Ah putain. Donc immersion en pleine nature, tu apprends à faire du feu, à se démerder sur tout un tas de choses, donc forêt, île déserte, etc. pour voir qui est les meilleurs dans la débrouille et qui s'en sort, et c'est souvent deux équipes qui s'affrontent. C'est ça. Des versus. Et qui, écoutez d'ailleurs, j'en profite pour l'instant, Link du bien fameux duo One Kill Studio, très connu sur YouTube, pour l'instant est le meilleur élève. Link est très fort. Link est très très fort. Bravo à lui. Mais ouais, on s'amuse un peu sur Twitch. On a fait aussi un GeoGuessr IRL pour ceux qui ont déjà joué à GeoGuessr, le jeu. Oui, GeoGuessr, trop bien. Voilà. On a fait un GeoGuessr IRL où on les a, une sorte de carte au trésor. On les a fait popper dans un endroit au paumé de France. J'ai vu avec des bandeaux sur les yeux, des casques sur les oreilles. Ils ont traversé la France comme ça, quand même, les pauvres, ils en pouvaient plus. On leur a filé une carte de la France et on leur a dit maintenant vous êtes où. Et voilà. J'ai adoré. En vrai c'était vraiment cool c'était très cool à produire. Franchement on s'est beaucoup amusé sur cette émission. Ça c'est drôle. C'était une galère à produire évidemment parce que c'est en direct tout ça.
Oui, parce qu'il faut quand même préciser que c'est pas facile à l'ADN de Twitch à la base, c'est quand même que c'est le direct. C'est le direct. C'est plutôt une plateforme dédiée gamer à l'origine. Enfin, pas dédiée, mais en tout cas qui a été prise de toute façon, à la base, Twitch, c'est que du gaming. Faut être sérieux. Ouais. Ça a changé avec le temps et encore aujourd'hui, c'est quand même à 80% ou 90% du gaming. Hein. C'est quand même une grande majorité. Mais il y a des gars comme moi ou d'autres qui font du contenu un peu différent. Parce que moi, je fais pas du tout de gaming sur Twitch, par exemple. Ouais. Pourtant, je game beaucoup et je suis très consommateur de Twitch, mais je fais pas de gaming sur Twitch. Et c'est pour ça, en fait, on essaie de prendre des concepts de jeu, tu vois, GeoGuessr, et de les transposer dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça ferait dans la vraie vie, tu vois. Mais je vous invite à voir cet épisode de GeoGuessr récent là, qui est sorti il y a quelques mois. Ouais. On s'était bien amusé. Qui était vraiment cool. On s'était bien amusé. C'est vrai. C'est vrai. Donc tu es là. Alors, encore une fois, pour les mauvais élèves qui n'auraient pas suivi, épisode 30, allez l'écouter, 3h40, je crois, un truc comme ça. Bon, il est assez prolixe. On a abusé. Bon, on aurait pu faire encore mieux, je pense que... Ouais, on aurait des idées en tête. Un jour, on fera peut-être mieux, on verra ça. On vous en dit pas plus, mais un jour, vous saurez peut-être. Donc, épisode 30, tout est l'invité. On sait plus sur toi, ce que tu fais, ton why et toute cette histoire-là, la genèse de tout ça. Mais tu es aussi ici pour qu'on parle de montres, puisque c'est aussi une de tes passions. Tu es quand même enfin, moi, ça me parle forcément, mais tu es un passionné de plein de choses quand même. Hein. Toi, il n'y a pas que les montres, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de sujets, ouais. Beaucoup trop, peut-être, c'est ça? Ouais, trop. Alors, trop. Même moi, je m'y perds. Même moi, je me fatigue. Trop de rabbit hole. Trop de rabbit hole, c'est ça. Donc, et encore une fois, ça... On prend la suite du format que je vous ai proposé, chers amis, quand il y a 15 jours de ça, sur un format un petit peu... Alors j'appelais ça Watches and Friends, car c'est vraiment des montres et des potes. On discute, on va sur des sujets, et l'idée, c'est voilà, comme si vous étiez à côté de nous et qu'on discutait pendant une grosse heure de tous ces sujets-là, en toute décontraction, et surtout, on ne s'inscrit pas en sachant. Voilà, on échange, tout simplement. Non, surtout pas, parce qu'en plus... Bon, je parle pour moi, mais je sais que on dirait un peu que je suis absolu dans certains de mes propos. Encore une fois, à chaque fois, ça n'engage que moi. Et je pense pas mieux savoir que les autres. C'est juste que j'ai des avis tranchés, mais c'est pas pour ça que c'est les bons avis, par contre. Loin de là. Hein. Surtout dans le monde de l'horlogerie. On a déjà beaucoup de sachants. Hein. On va pas en rajouter, hein, c'est bon. On a déjà assez des connards condescendants, pardon. Heureusement que c'est du podcast. Hein. pour le langage. On va commencer par, et je voulais parler avec toi, sur tes expériences. On en avait parlé la dernière fois un petit peu. J'aimerais que tu nous parles de quelques expériences assez compliquées ou difficiles donc que tu as pu avoir dans tes explorations, des passages difficiles, des échecs, des réussites, des choses qui t'ont fait tirer des leçons, les choses qui t'ont fait apprendre le plus. Alors bien souvent, c'est quand on se trompe, hein, en général. Est-ce qu'il y a des choses qui te restent en tête ou vraiment, sur le coup, tu as vécu comme un truc très dur et puis au final, maintenant, ça te sert mais incroyablement. Bah alors, il y avait ce que j'ai raconté dans le dernier épisode sur l'Islande. Je pense que, alors ceux qui l'ont pas entendu, je vous invite à aller l'écouter. Et ceux qui l'ont entendu, je vais pas le répéter, promis. Ça m'avait beaucoup aidé d'avoir fait autant d'erreurs à la minute, là. Et je pense que sur une de mes dernières expéditions, pas dernière, mais une des plus récentes, on va dire, où je me suis... je me suis loosé, mais on était deux et je pense qu'on aurait mieux fait de travailler à deux plutôt que de se séparer à ce moment-là. Alors c'est pas la faute du binôme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que je me suis loosé dès le début en fait, où j'aurais dû dire au mec de rester avec moi. En gros, c'était en Laponie, j'étais en train de monter la tente. Et il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vent. Ça faisait 2 jours qu'on se tapait une tempête dans l'autre monde en haut des glaciers. Ça doit te rendre fou, quoi. Ouais, c'était pas très agréable, j'avoue. Puis du coup, il faisait froid, et puis du coup, tout givre, et puis ça fait mal à la peau. Enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup de fatigue, et moi, j'étais blessé parce que je m'étais fait mal le premier jour en fait en tombant à ski. Enfin bref, des trucs cons qui arrivent, tu vois. Mais bon. Des fois, tu tombes souvent à ski où tu t'embarques et tout, mais là, je m'étais fait vraiment mal au genou. Et du coup, je galérais quand même. Là, ça faisait une semaine, je traînais la patte. Et en fait, en montant la tente, je la monte au moment où il n'y a plus de vent. Je me dis, let's go, tu vois. Et sauf qu'en fait, comme un énorme teuteux, là, et là, tu vois, encore une fois, la fatigue, la douleur, le machin et tout. C'est là qu'on fait des conneries. Tu vois, faut vraiment rester concentré. Au lieu de mettre les encres à neige, j'ai mis les sardines qui se ressemblaient beaucoup à ma décharge dans ce contexte, mais j'ai mis les sardines et en fait quand j'ai monté la tente, elles s'envolaient, quoi. Les encres à neige, elles sont dentelées en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elles sont dentelées, elles sont plus profondes en l'occurrence là, dans ce contexte-là, elles descendent plus bas, etc.
Et comme un con, j'ai pas mis les bonnes. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est un truc. Donc con. la suite, donc La tente s'est envolée. Oh putain. Et j'ai essayé de la rattraper. Tu parles, elle est passée de l'autre côté du glacier en 2-2. Vache. En plus, j'ai perdu. C'était une tente avec laquelle j'avais beaucoup d'affect, parce que c'est la tente avec laquelle j'avais traversé le Canada. Donc en plus, ça m'a crevé le cœur, tu vois. En plus de perdre ma tente, accessoirement. Mais c'est des moments. En fait, ça avait été assez compliqué ce truc parce qu'on avait eu une météo vraiment, vraiment pourrie. Ouais. Une météo vraiment pourrie, neige catastrophique. Parce qu'en fait, il a fait chaud quand on est arrivé. Donc, il avait fait chaud depuis 2 semaines, un truc comme ça. Donc, neige soupe un peu, tu vois. Donc, dur physiquement, pas agréable, etc. en ski de fond. Après, au bout de, je sais pas, peut-être 2 jours, on se tapait que des blizzards et le froid est redescendu d'un coup. Donc, verglas partout. Donc là, tu te casses la gueule dès qu'il y a une descente parce que les skis de fond sur du verglas, en descente, c'est infect. Notamment un moment où en fait on s'est retrouvé de nuit parce qu'on n'avançait pas à cause de cette putain de soupe le matin et de blizzard l'après-midi, donc on n'avançait pas d'un mètre et on s'est retrouvé à prendre une décision en fait, à se dire est-ce que on continue pour respecter l'étape et par rapport à la bouffe que t'as paqué, etc., tu vois, est-ce qu'on continue pour respecter l'étape ou est-ce qu'on s'arrête là? Et en fait, en sortant ma carte, ma boussole, mon GPS, etc., en essayant de trianguler à peu près notre position, tu vois, au milieu du blizzard, en fait, je me rends compte qu'on est vraiment à l'orée d'un lac gelé. Et normalement, à cette saison-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sur ce lac, tu vois. Sauf que là, il faisait nuit, on était au milieu d'un blizzard. Je me dis, il suffit pour X ou Y raison qu'on prenne la mauvaise décision. Bon, bah, ciao, quoi. Parce que là, là c'est mort. Là, enfin, tu cannes, quoi. Ouais. Et du coup, on a dû effectivement trouver un endroit en urgence et monter la tente en urgence, tu vois, dans le blizzard. Ça, c'était jour 2 ou 3. Et là, j'ai pas eu de soucis. Enfin, j'avais pas encore la fatigue accumulée. Donc là, j'ai monté la tente dans le blizzard. On a dormi dans la tente. Enfin, tu vois, comme je l'ai fait des centaines de fois. T'avais la en fait. vigilance nécessaire encore. Voilà. Mais parce que c'est pas. Enfin, encore une fois, cette tente, je la connaissais par cœur. Je traversais le Canada avec. Donc le Canada, ça a duré 6 mois. Ouais. Enfin, voilà. Je la connaissais par cœur, cette tente. Et du coup, là, aucun problème. Je la monte. Voilà, tout va bien. En plein blizzard, machin, et sauf que, bah tu vois, là j'étais encore assez lucide pour prendre la bonne décision au bon moment, pour décider de pas traverser le lac gelé, et effectivement le lendemain, le soleil s'était levé, on n'avait plus le blizzard, il y aurait pas eu de risque. Enfin, le lac était vraiment gelé, il y avait pas de zone plus compliquée que d'autres et tout, il y aurait pas eu de problème. Mais je suis content d'avoir pris cette décision à ce moment-là. Par contre, je te dis, 4 jours plus tard, je monte la tente et elle s'envole parce que je la monte comme un gland, tu vois. Donc, en fait, c'est difficile de rester constant sur des trucs longs. Et en plus, quand tu disais est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, on a les vivres suffisants pour faire ça et ça, c'est des décisions très difficiles. J'avais entendu Mike Horn en parler souvent, en disant en fait c'est terrible parce que t'as plus suffisamment pour aller jusqu'au bout de ton truc si tu comptes, parce que t'as pris du retard. Donc c'est des décisions qui sont très très lourdes de conséquences finalement. Ouais, puis c'est dur de se rationner, sachant que tu dépenses entre 5 et 6 000 calories par jour dans des conditions comme ça. Parce qu'il y a le froid, plus l'effort physique, plus machin, plus truc, donc tu dépenses entre 5 et 6 000 calories, on estime. En fonction de ton gabarit évidemment, etc. Mais c'est à peu près la moyenne qu'on avance pour les explorateurs polaires. Du moins, c'est ce qu'il faut qu'on mange. 5-6 000 calories par jour. Voilà. En sachant que tu perds du poids en expédition polaire, donc c'est peut-être même plus que ça que tu dépenses. C'est difficile de se rationner, tu vois. Mais en même temps, Mathieu Torder en avait excellemment bien parlé à l'époque sur Instagram, dans son journal de bord qu'il faisait tous les jours quand il a traversé l'Antarctique, et dans son bouquin depuis... il en parle aussi hyper bien. En fait, tu sais que tu vas en chier, tu vas être à 3000 calories par jour, mais tu sais que tu peux prendre 10 jours de plus, par exemple, tu vois, sur la fin, parce que tu vois que t'avances pas, en fait. Et quand tu vois que t'avances pas, bah, à un moment donné... il faut prendre une décision. Faut prendre une décision. Et il y a des fois, t'avances mieux que ce que t'avais prévu aussi, tu vois. C'est vrai. Et du coup, tu t'es trop chargé par rapport à ce que tu produis comme effort. Donc, en fait... C'est ça aussi qui est bâtard, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Ça, c'est dur, je pense. C'est compliqué. Quand tu pars sur des expéditions très longues, pour te dire à quel point tu deviens un peu taré quand même, tu coupes les étiquettes de tes fringues. T'enlèves le petit carton que t'as au bout des sachets de thé. Ouais. Tu coupes ça aussi. Tu t'essayes de gagner le moindre gramme en fait. T'essayes de gagner le moindre petit gramme. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas le tirer. Tout ça. Tu vas le tirer pendant 60 jours. Donc en fait, c'est plein de petits détails comme ça. Et donc, quand tu pars avec 50 jours de bouffe et qu'en fait, ton expédition, tu te rends compte que tu vas réussir à la faire en 30 jours, bah si t'avais pris 30 jours de bouffe, en fait, ton expédition, tu l'aurais fait en 25 parce que t'aurais été encore plus vite. Enfin, tu vois, c'est toujours... D'accord. Et l'équilibre est difficile à trouver. Je pense que ça vient... Parce qu'il y a des grandes lois que tu peux respecter, il y a des mecs qui l'ont fait avant toi. Donc, tu vois, on a quand même... des repères. On a des repères, on a des bouquins, on va dire... Il y a des mecs comme Dixie Dancercoer qui est mort d'ailleurs il y a pas longtemps, le pauvre, au Groenland, qui a écrit une bible absolue qui s'appelle Polar Expedition,
qui est de la Bible des explorateurs polaires. Ça réunit tout. Enfin, tout y est, donc c'est parfait. T'as les bouquins de Mike Horn pour citer les plus célèbres. Enfin, t'as des mecs comme ça, t'as des mecs comme Alban Michon, même Mathieu Torder et tout, qui sont passés avant toi. Donc, il y a de quoi t'inspirer. Mais tant que t'as pas essayé sur toi, tu sais pas ce qui marche vraiment en fait. Parce que tu sais pas si toi tu supportes 5000 calories par jour, tu sais pas si tu supportes 6000. Dans ces conditions-là, tu connais pas ton corps, comment il réagit, il peut réagir différemment, etc. C'est sympa. Et honnêtement, c'est une des expériences les plus. Un des points les plus sympas que tu retires de ces expériences-là, c'est que tu découvres vraiment ce que t'es et tu découvres vraiment comment ton corps réagit dans des conditions catastrophiques, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant de partir en expédition comme ça, il vaut mieux que tu aies, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais il vaut mieux que tu sois extrêmement entraîné et sec, ou est-ce qu'il faut que tu aies un petit peu justement de graisse Non, il faut faire du gras avant de partir. C'est pareil, ça marche pas avec tout le monde. Ouais. Alors, tu vois, moi je sais que avant de partir, j'essaie de faire un peu de gras, tu continues à t'entraîner, tu vois. C'est juste que tu vas augmenter tes calories en fait. Et de toute façon, comme tu vas devoir bouffer énormément de calories pendant ton expédition, tu sais que tu vas cramer tout ça. Et puis il faut que ton corps soit déjà habitué à bouffer des calories. Parce que je peux te dire que les premiers jours, tu mets pas 5-6 000 calories. Les premiers jours, dans tes petits sachets en plastique, tu mets pas 5-6 000 calories parce que c'est imbouffable d'un coup 5-6 000 calories quand tu es habitué à 2000-2500, tu vois. Donc c'est bien d'augmenter tes calories avant de partir et tout. C'est bien de faire un peu de gras parce que ça te donne de quoi perdre aussi, tu vois. Quand tu pars très sec, le problème c'est que du coup faut faire tourner tes muscles, etc. Ou quand tu pars avec une surcharge aussi musculaire, ça demande de l'oxygène, ça demande plus d'efforts, mais en vrai de vrai, pour être tout à fait honnête, une expédition polaire c'est 80% dans la tête et 20% de physique. C'est-à-dire si t'es très entraîné, tant mieux. T'auras plus de facilité à faire plein de trucs, voilà, ce sera plus facile surtout au début. Au bout de 30 jours, que tu sois très entraîné, pas très entraîné, tout ce que tu veux et tout, si dans la tête c'est pas solide ou si t'es pas, tu sais pas pourquoi t'es là et si t'es pas toujours motivé, t'as beau être le mec le plus entraîné du monde, en fait c'est vrai pour tout quoi finalement. Et ça s'applique dans la vie évidemment. Ça s'applique pour tout évidemment. Non mais on aurait pu croire que le physique prenait le dessus aussi. Et ça semble logique ce que tu dis, c'est-à-dire que vraiment tu peux être entraîné, mais c'est vraiment, faut que tu sois déter, que tu aies vraiment un why, tu sais pourquoi tu le fais, que ça ait du sens. Faut te rappeler pourquoi tu es là tout le temps en fait, parce que c'est tout le temps dur, hein. C'est-à-dire pareil, j'ai l'impression des fois que dans les bouquins ou dans les films d'exploration et tout, on essaye de dépeindre un truc qui est pas forcément réel, c'est-à-dire un truc très idyllique, très onirique, etc. En vrai, quand t'es après coup, c'est que des bons souvenirs parce que le cerveau fonctionne comme ça. Et pendant, c'est énormément de douleur, énormément de torture, énormément de doutes, etc. Enfin, c'est dur une expédition sur le mental, sur le physique évidemment, mais c'est dur sur le mental. Il y a beaucoup de moments de doute où se coucher dans une tente quand il fait moins 40, que dès que tu t'effleures une des parois de la tente, t'as du givre qui te tombe sur la gueule, que du coup tu t'es tout le temps dans ton duvet, que tu peux pas vraiment vivre, enfin que tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi t'es là, et pareil quand tu te lèves le matin, pourquoi tu t'imposes ça en fait, tu te dis je suis complètement con, moi j'étais bien dans mon canapé, qu'est-ce que je fous là, alors enfin c'est un je comprends. Et du coup faut je sais pas comment dire, mais il y a un côté faut kiffer la douleur aussi un peu, tu vois, faut aimer se faire du mal. Moi par exemple je fais des sports de combat depuis 25 ans, c'est le même mindset en mode faut aimer prendre des coups, faut aimer avoir mal. J'en ai parlé encore récemment, je sais plus dans quelle émission, dans quel épisode, mais moi je travaille beaucoup là-dessus, petite perso, c'est-à-dire se confronter au réel, se confronter à la dureté, faire du sport dans des conditions de climat qui sont difficiles, se mettre une routine vraiment en se disant quoi qu'il arrive, enfin voilà, la météo n'a aucune influence sur le sport que je fais en fait. Aucune. Mais Marvin Hagler, combattant boxeur légendaire des années 80, un des K3, disait que c'est difficile de se lever le matin quand tu dors dans des draps de soie. Et justement, il exprimait ça parce que lui, il allait courir à 4h du matin tous les matins, comme beaucoup de boxeurs, tu vois, sur la route, qui pleuve, qui neige, qui vente et tout. Ouais. Et il expliquait que le jour où il est devenu millionnaire et qu'il a acheté ses draps de soie, il avait du mal à aller courir sous la pluie quand même, tu vois. Et c'est con, mais je pense que voilà, il faut toujours arriver à rester connecté au réel, à se confronter à la dureté. Et je pense que ça aussi, cette préparation, elle est énorme avant une expédition. C'est la majorité du chemin, finalement. Je sais même pas comment tu t'y prépares vraiment. Est-ce que c'est pas par des petites actions comme ça, justement? Moi, je sais que c'était mon taf, tu vois. Par exemple, moi, j'étais ambulancier. Pour le SAMU, du coup, t'es habitué à tout le temps de prendre la réalité dans la gueule, en permanence. Enfin, tu vois. Oui, mais il y a une différence entre se la prendre dans la gueule et la vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça te prépare quand même mentalement aux moments difficiles, tu vois. Parce que même si tu les vis pas directement, t'es quand même impliqué à un moment ou un autre dans ce moment-là. Et je pense que aussi tu détaches beaucoup de sang-froid de tout ça, parce que c'est le plus important, c'est le sang-froid à la fin. Parce que si tu paniques, t'es baisé en fait. C'est pas compliqué. Hein. Et je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est que justement la plupart des gens sont moins confrontés au réel. On va dire ça pudiquement. C'est-à-dire que vraiment, on est dans un niveau de confort, et les gens en général, ça fait qu'au moindre problème, à la moindre croche, on arrête.
J'ai vu un tweet très drôle à propos de ça hier, qui m'a beaucoup fait rire. Parce que je vois un mec qui tweet... alors c'est un tweet qui a une portée politique et une volonté politique, mais pas de ça dont je veux parler, on s'en fout. Qui tweet une photo d'une rue dans Paris avec une flaque d'eau au niveau du passage piéton, tu vois. Et qui dit putain, hashtag saccage Paris, Anne Hidalgo, comment on fait pour traverser, tu vois. Et alors, moi je m'en fous, je suis pas parisien, donc j'en ai rien à foutre de ces histoires d'Anne Hidalgo, donc on va pas rentrer là-dedans. Mais par contre, j'ai vraiment eu ce moment de... par contre, ça va, il y a une flaque d'eau sur un passage piéton, enfin tranquille quand même. On peut faire le tour de la flaque d'eau, ça va aller. Tu vois, c'est pas comme si c'était inondé, c'est pas comme s'il y avait enfin, insupportable. Et le mec, pour se justifier dans les commentaires, dit ah oui, mais ça se voit que vous en avez rien à foutre des personnes en situation de handicap. Oui, oui, bien sûr. Qui essayent pas d'attirer la sympathie. C'est juste que effectivement, vous vous plaignez un peu pour rien et qu'il y a des trucs un peu de jugeote, hein. Des fois tu te dis putain c'est dur, hein. Et c'est la raison pour laquelle je pense beaucoup de gens s'inventent des problèmes. Enfin, on a des sujets qui arrivent maintenant de sociétaux mais qui sont insupportables. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que je pense que discussion hier avec ma compagne, tu vois. Non, voilà, mais vous avez tous très bien compris le genre de choses. J'aimerais qu'on aille un petit peu sur No Cheat Code ou GeoGuessr. Elle t'est venue de quoi l'idée de faire ça en fait, parce que t'es quand même parmi le pionnier là-dessus concrètement. Bah honnêtement sur Twitch Sur Twitch concrètement. Bah, ça se fait pas en live. Je suis tout seul là. Et tu m'avais dit, je crois à l'époque que t'avais pas grand monde qui acceptait parce que c'est un peu faut oser, et puis qu'une fois que la tendance était lancée, t'avais des demandes quoi. En gros c'est ça. C'est ça. En gros c'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Mais au début j'ai eu beaucoup de refus ou de non-réponses ou tout ce que tu veux. Oh, j'ai pas lu ton message. Ouais. Bah alors ça. J'ai le droit de. Par contre un an après de. Ah merde tu m'avais écrit j'avais pas vu. Mais maintenant je dis oui. Voilà. Du coup j'aimerais bien venir dans ton émission. Mais pareil pour les marques, pareil pour. Enfin bon on s'est retrouvé un peu tout seul au début à payer de notre poche, etc. Il y a une petite marque qui a cru en moi au début. Alors c'était des montants dérisoires, mais c'était histoire de justifier l'existence de l'émission, tu vois, de dire elle est sponsorisée, donc elle nous coûtait quand même de l'argent, mais de dire bon bah ça existe. En fait à la base moi mon idée c'était de le faire sur YouTube. Je me suis un peu grandement inspiré de l'émission de Mike Horn quand il a emmené des stars, voilà, qui était lui-même inspiré de Bear Grylls. Donc bon, ça c'est la référence là-dessus. La référence là-dessus, qui est bref, j'en ferai une vidéo un jour de ça, mais qui est un énorme escroc, mais qui est le pionnier absolu dans le divertissement outdoor. Quand tu lances des pavés comme ça. Mais je te jure, un jour j'en ferai une vidéo de ça. À ce point-là, tu es un énorme escroc, carrément. Il y a beaucoup de choses à dire sur Bear Grylls. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. C'est dommage, hein, parce qu'il a un vrai pédigré à la base. Hein, grave. Mais bon, bref. Et puis un vrai talent pour. En fait, c'est un super entertainer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, hein. J'aimerais bien le voir survivre pour de vrai quand même. Genre plus de 10 minutes, tu vois. Enfin bref. Et mais je respecte énormément l'homme de télé. Voilà. Beaucoup moins l'aventurier, mais je respecte énormément l'homme de télé. Contrairement à Mike Horn, où je respecte l'homme de télé, par contre, j'admire l'explorateur. Oui. Donc là, on est dans deux gammes différentes. Donc moi, je m'étais plutôt inspiré de Mike Horn pour le coup, qui avait le mérite au moins d'être crédible dans ce qu'il faisait. Et puis tu racontes ça avec tant de simplicité en plus. Ouais, et puis bon, Mike Horn quoi. Bon, c'est Mike Horn. Et donc je voulais faire ça sur YouTube avec un ton plus YouTube et en emmenant des célébrités de YouTube, tu vois, pour avoir un ton internet. Essayer tu vois, un truc un peu plus générationnel, qui parle un peu plus aux gens de ma génération ou aux générations plus jeunes. Parce qu'on n'avait pas ça. Donc j'ai essayé sur YouTube, ça a été très compliqué. J'ai tourné quelques épisodes, ça a été très compliqué, ça a été une mauvaise expérience pour moi, vraiment. J'ai pas du tout aimé l'esprit YouTube, l'esprit des youtubeurs, des youtubeuses, des célébrités que j'invitais. J'en ai qui étaient hyper chauds, des célébrités célébrissimes pour le coup, des millions et des millions d'abonnés sur YouTube. Qui était hyper chaude, parce que j'ai eu un moment donné, j'ai vraiment eu une idée de dire on va emmener des meufs, du make-up, de trucs comme ça. Parce que là pour le coup il y a vraiment un gap, tu vois, entre ce qu'elles font au quotidien et elles laissent salir les ongles en coupant du bois et en faisant du feu, et je sais qu'elles vont kiffer en plus, parce que je sais que les faire revenir à un truc comme ça, elles vont adorer, et elles étaient toutes motivées. Et en fait petit à petit, tu te rends compte que ces gens là ils sont motivés pour faire un truc si tu le fais le lendemain. Par contre, dès que ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois de préparation, en fait, ils passent à autre chose. En fait, ils sont oubliés, ils s'en foutent. Donc, j'ai eu des déconvenus comme ça. Les tournages que j'ai faits se sont pas bien passés, je vais pas mentir. Du coup, c'est resté en mode rush et ça jamais. J'en ai sorti une, mais je l'ai enlevée depuis ma chaîne YouTube, mais j'en avais sorti une. Résultat, tu ne pas. Moi, j'ai pas aimé en fait ce qu'on a sorti. Est-ce que vous avez vécu peut-être aussi? J'ai pas aimé ce qu'on a vécu non plus. Donc, ça se ressent. J'ai dit ça. Bon, voilà. Après, ça me plaît pas, donc ça dégage. Et en fait, moi, je suis un gros consommateur de Twitch.
Et je me suis dit, pourquoi on ferait pas ça sur Twitch? Et la réponse, elle est claire, parce que Twitch, c'est du direct. Donc t'as aucune raison de faire ça sur Twitch. C'est complètement débile. C'était vraiment débile. C'est pour ça que les gens qui me croyaient pas en moi ou machin et tout à l'époque, je leur en veux pas en vrai. Et ça s'appelait déjà No Cheat Code avant sur YouTube? Non, ça s'appelait, sur YouTube, ça s'appelait L'Aventure, on avait appelé ça. Parce que le titre va tellement à Twitch, du coup. No Cheat Code, tout est dit, quoi. Merci Thomas, c'est lui qui a trouvé le titre. C'est génial. Thomas, c'est mon bras droit. C'est extraordinaire. Bravo Thomas pour le titre, parce que là. Il est trop fort. C'est mon technicien réseau et c'est lui qui trouve les titres de tous mes projets Twitch, en vrai. Moi, je suis très mauvais sur ça. GeoGuessr, non, c'est moi, mais bon, là, je m'étais pas foulé, GeoGuessr IRL. No Cheat Code, ça tue, franchement. No Cheat Code, ça marche très bien pour l'univers Twitch. Et c'est une marque maintenant qui est connue et reconnue dans le monde de Twitch. Donc, moi, c'est bon, la marque, elle est imposée, tu vois, c'est trop cool. On n'a plus besoin de l'expliquer aux gens de Twitch, aux marques et tout, donc ça, c'est génial. Et je me suis dit, let's go, on va tenter sur Twitch. Et donc, on a fait un premier épisode en juin 2021, du coup. Ouais. C'est possible ça? Ouais. Juin 2021, avec Bagheera Jones et Horty, qui à l'époque, elles perçaient juste en vrai. Aujourd'hui, c'est des giga méga stars de la plateforme, toutes les deux. À l'époque, on sortait juste de GTA RPZ, elles venaient de percer. L'émission s'est super bien passée, elle a été ultra bien reçue. Moi, quand je lance l'émission, j'ai 300 followers, tu vois. Et je faisais déjà une émission sur Twitch en fait pendant le confinement et où ça s'appelait le prime time. On recevait des gens, il y avait des chroniques, en fait on parlait de voyage et d'exploration pendant le confinement, quand vraiment dans le dur du confinement, quand tout le monde était chez eux. On parlait de jeux vidéo, on parlait d'alcool aussi, les alcools dans le monde, les alcools traditionnels. Et j'avais un invité par semaine qui était un streamer, un gros streamer qui venait nous raconter son voyage préféré avec image. Enfin, c'était une émission qui était bien produite. C'est cool, pour notre première émission. Bien. Pardon, c'est une émission dont encore aujourd'hui je suis très fier. Alors que on a, enfin, je veux dire, t'as fait d'autres trucs depuis, quoi. Ouais, et puis c'est plus du tout les mêmes moyens de production qu'on a aujourd'hui et tout. Enfin, ce serait, si on la refaisait aujourd'hui, ce serait 100 fois plus quali, tu vois. Mais je suis très fier de cette émission parce que c'était ma première incursion dans la prod en direct. Moi, j'y prenais beaucoup de plaisir. Et puis je suis fier du produit, tu vois, encore aujourd'hui. Il y a des rediffs d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. T'as pas à rougir, quoi, le truc. Non, franchement, non, je trouve ça propre, surtout pendant le confinement, c'était complexe et tout. Après, je me suis dit, bon, maintenant le confinement est fini, machin et tout, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre cheat code, Nick. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, ce truc, on y va, quoi. Et donc, on l'a fait, cette émission, ça a super bien marché. On a fait. Et ambiance très différente, finalement. Rien à voir. Parce que streamer, parce que live, parce que des gens cool, tu vois. En fait, je pense aussi, parce que j'ai rien de mal à dire sur personne qui est passé dans mon émission. Et pas parce que je suis complaisant, ça je pense que les gens l'auront compris, et c'est parce que en fait les gens qui acceptent de venir dans notre cheat code, je pense, ont déjà une prédisposition à être des gens qui ont envie de passer un bon moment, tu vois. Et notre cheat code, la façon dont ça se déroule, c'est qu'en fait je les fais galérer de ouf pendant 4-5 heures d'affilée. Vraiment ils en peuvent plus à la fin, surtout qu'à l'époque on les faisait pagayer sur un lac, avec le vent de face et tout. À l'époque on les torturait. Je vous invite à voir les rediffs, notamment celle de Bagheera et Horty qu'on a vraiment torturé. Et en fait, à la fin de l'émission, quand le soleil tombe, etc., là, on est au coin du feu, je fais à manger, et on mange en discutant au coin du feu, en buvant une bouteille de rouge, tu vois, voire 2, voire 3. Du coup, c'est un moment hyper convivial qu'on passe, et je sais que c'est souvent le moment préféré, d'ailleurs, des viewers, ce moment autour du feu. C'est une émission, moi, No Cheat Code, qui me rend vraiment fier encore aujourd'hui, parce qu'on a fait plein d'autres projets depuis beaucoup plus ambitieux. Que notre cheat code, mais à chaque fois on y revient notre cheat code. Tu vois, on y revient toujours. Il y a une ambiance particulière aussi. Ouais, chaque groupe est différent. C'est différent à chaque émission. L'alchimie se passe pas de la même façon. C'est fun, c'est toujours fun. Mais la magie opère à chaque fois un truc. J'aime pas le terme, mais en tout cas, il se passe quelque chose à chaque fois. Ça a toujours été fun. Ça a toujours été cool. Tous les no cheat code, il y a des moments cultes. Tous les no cheat code, pour ceux qui connaissent Popcorn, à chaque fois qu'on fait un no cheat code, ça passe dans le rewind de Twitch. Parce qu'en fait, il y a toujours des moments cultes dans les no cheat code parce que l'ambiance s'y prête, tu vois. Forcément. Est-ce que t'as combien d'heures de rush c'est en live, mais en tout, quand tu fais après, je te dirais qu'on fait 8 heures le premier jour et peut-être 2 ou 3 le deuxième. En gros, c'est à peu près ça. En live, après en off, évidemment, on passe beaucoup plus de temps ensemble, logique. Bien sûr. C'est logique, mais en live, on doit avoir entre 10 et 12 heures en tout. Ouais, c'est énorme. Là, le dernier épisode, j'ai fait moins du coup parce que j'en parlais dans l'épisode précédent dans ton podcast, que j'avais des petits problèmes de santé qui m'empêchaient quand même de faire des trucs trop physiques. Donc on a fait un épisode de 4 heures, tu vois, on a un peu condensé. Mais normalement, ça dure longtemps. Notre cheat code, c'est. Donc il y a forcément des pépites. Il y a forcément des pépites, effectivement. Tu vois, quand on est parti là, projet Arctique, bon, c'était pas un autre cheat code, mais c'est un peu la même idée. Avec Bagheera et Trinity, quand on est parti au pôle Nord, tu vois, pareil, ça a duré une semaine. C'était à coup de entre 4 et 10 heures de live par jour.
Pareil, des moments cultes, il y en a un paquet qui ont été repris absolument partout sur Internet, tu vois. Parce que forcément, t'es obligé d'avoir des moments à la con quand tu fais autant de temps en live. Où tu dis une connerie, où tu te casses la gueule. Et puis t'as des bons clients en plus, parce que tu vois, une nana comme Bagheera, elle est extrêmement drôle et elle est très forte. Franchement, les moments où ils essaient de faire du feu, ça me fait... C'est toujours elles ont pas réussi pour le coup en plus, mais c'est le feu, c'est marrant. Ils aiment bien aussi te faire chier si jamais ton feu est pas plus beau que le leur. Ouais, ça aussi, ouais. Après, ça leur fait plaisir de gagner, tu vois. Enfin, rentrer dans des trucs où j'allume le feu en 3 secondes et eux en 1h30, mais bon, bref. Mais non, c'est rigolo, ça me fait plaisir de voir des gens, en plus moi que j'apprécie, j'invite que des gens que j'apprécie. C'est-à-dire, on m'a proposé des gens dans l'émission qui étaient des très gros noms de l'industrie, que j'ai refusé, pas en mode non c'est bon je déteste et tout, mais juste je me reconnais pas trop dans l'humeur ou dans leur univers ou dans ce qu'ils font ou ce qu'ils font. Voilà, avec tout le respect que je peux avoir pour certains que j'ai dû refuser, tu vois. Oui, tu sens pas. Non, c'est ça. Moi j'ai la même chose avec les invités. Je prends que des personnes avec qui ça match, c'est trop important, bien, et c'est super en direct. Alors le podcast c'est du direct, je veux dire, c'est du quasi direct. C'est comme du direct. Il y a très peu de cuts et bien souvent on me dit mais en fait les auditeurs me disent on a ressenti le plaisir que tu avais à recevoir la personne. Et déjà c'est énorme finalement. Ouais, et puis je pense que si ça se passe mal, ça se ressent vraiment. Et nous c'est pareil, ça se passe bien à chaque fois. C'est des gens avec qui je suis en contact après pendant longtemps, tu vois, que je revois, avec qui j'ai d'autres projets accessoirement, enfin qui reviennent sur des projets où je suis invité à leur projet. Enfin donc ça prouve aussi que tu vois c'est pas. T'as jamais sorti d'épisode dont t'étais pas fier quelque part? Honnêtement, non. Alors sur Twitch jamais, c'est sûr. Mais sur Twitch, non, sur Twitch tout ce que je fais, j'en suis fier. Je fais très 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 peu de contenu sur Twitch. J'ai fait 8 streams cette année. Ouais. Dont 3 qui étaient des streams d'annonce, donc des streams de moins d'1 heure où je répondais aux questions des gens pour dire on va faire un gros truc. Donc en vrai j'ai fait 5 projets cette année sur Twitch, tu vois, je stream très peu, par contre à chaque fois c'est des projets, je veux dire, faire une semaine de stream en live au pôle Nord, il y a du taf. Je vais pas vous mentir qu'il y a du taf, et encore merci Thomas, parce que c'est grâce à lui tout ça, parce que c'est lui le petit génie du réseau. Mais pareil, pour un autre cheat code, il y a beaucoup plus de boulot que ce qu'on peut imaginer, même si maintenant le format on le connaît nous, donc il y a moins de taf que sur les premiers épisodes, parce que par exemple tout ce qui est design etc on l'a déjà fait, tu vois. Mais il y a quand même du taf. Faut arriver à coordonner les agendas. Voilà, ça déjà c'est très long. T'as dû te faire planter aussi. Oui. Quelquefois, on te dit oui dans l'effet de l'euphorie, et puis après les mecs réveillent, ils dorment dessus, font. Je me suis planté la veille pour un épisode. Ah putain. Heureusement c'était un épisode à 4. Je me suis fait planter par 2 personnes la veille. Donc on a fait un épisode à 2, donc ça va. Ah merde. Mais bon, c'est pas ce que tu voulais faire en départ. Non, c'est toujours chiant. Et puis t'écris quand même, enfin on n'écrit pas les épisodes parce que tout est spontané, mais t'écris quand même une trame de ce que tu vas leur faire. Enfin il faut quand même tu t'es imaginé quelque chose aussi, donc je comprends. Bien sûr. Donc c'est du taf quand même, hein. Et puis le GeoGuessr, c'était, je crois, potentiellement c'était celle qui m'a demandé le plus de taf, parce que énormément de déplacements pour repérer les panneaux, les trucs, les machins. Là il y a vraiment repéré la connexion exacte sur tout le trajet en mégabits par seconde. Enfin là il y a du taf. Là c'était vraiment des mois à temps plein pour arriver à un résultat d'une émission qui dure 3 heures, tu vois. Prochain épisode bientôt prévu en prépa? J'espère en mars le retour de Projet Arctique, 2e édition, pas loin du pôle Nord aussi, mais pas exactement au même endroit que l'année dernière, quoi. On espère sur le retour de ce format qui est vraiment canon. Ouais, trop bien. On croise les doigts. Hein. Ouais. On espère vraiment pour toi et pour nous. Ouais. Allez, on passe à autre chose. Maintenant, on va parler. Alors, je t'avais lancé un petit challenge budget. Ouais. ouais. Volontairement, je t'avais dit un petit peu à l'avance, parce que je pense que c'est vraiment le budget montre qui chatouille beaucoup de personnes. C'est 1 500 € max. Alors, les amis, on est dans la toule. Il va pas nous sortir. Ah oui, non. Voilà, avec tout le respect qu'il peut avoir pour les dresses. Ah oui, j'ai beaucoup de respect pour les dresses, mais j'y connais que dalle. Voilà. oui, parce qu'il a digué le sujet, mais sur les toules, hein, attention. Oui. Donc, qu'est-ce que tu penses de la Furlan Marie je n'en sais rien, figure-toi. J'en sais foutre rien. Donc, question. Alors, tu peux dire 1, 2, 3, 4, 5, ce que tu veux. Toi, t'as 1 500 €. Tu prends quoi? Alors, j'en ai noté quelques-unes parce que c'est difficile. Et juste, c'est hyper intéressant parce que c'est de l'aveu d'un aventurier. Ouais. Ah oui, ça aussi, ça prend une valeur aussi qui est importante. Par contre, j'ai raisonné en termes pratiques. Hein. Ouais. C'est pas je vais prendre celle-là parce que je sais pas, elle me plaît trop. Enfin, tu vois, j'ai vraiment fait ça de façon pratique, pragmatique, quoi. Déjà une Rangeman, je pense une G-Shock Rangeman. Ouais.
t'es très en dessous des 1500. Bah là, tu peux même partir en vacances après. Hein. Ouais, voilà, ça. Tu peux en acheter 10. Magnifique. Moi, j'ai traversé le Canada avec. Montre exceptionnelle. Quand j'étais ambulancier, c'est ce que j'avais aussi. Rien à dire. Enfin, je veux dire, elle est même plus à présenter. Mais je pense que c'est toujours bien de rappeler que même si t'as 1500 balles de budget, ça enlève pas les montres à 150 balles, tu vois. Déjà, tu es dépenser les 1500 balles, puis avec 150 balles, parce que l'argent, elle doit coûter quoi, 139, 149 ? Ouais, je crois que c'est ça, 150. Dans ces eaux-là, ouais, c'est dans ces eaux-là. Mais donc, il reste 1350 € pour aller manger. Tu veux et te faire plaisir. Pour aller bien manger. Tu vas dans les bons restos, toi. Ouais, pour aller bien manger, ouais. Pour aller manger au Prince Noir à 4. Je pensais à un truc qui est sorti, tu vois, cette année. La Hamilton Khaki Field Expédition. Donc celle avec la rose des vents sur la lunette. Ouais. J'ai vérifié avant les prix quand même pour être. Elle est à 1002 sur bracelet. Ouais. Ça, c'est canon. Hein. Je la mettrai en photo. Ça, c'est canon. Et je trouve qu'Hamilton, en 2023, a quand même sorti des petites bombes. Hein. Ah ouais, ils ont cassé des culs. En fait, pour moi, chez Hamilton, ils ont cassé des culs. En fait, pour moi, chez Hamilton, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a vraiment 2 gammes. Ouais. Ils sortent, pardon les gars de chez Hamilton, je vous adore, mais ils sortent soit des choses qui, moi, je trouve, sont complètement... qui moi me parlent pas et qui dans les specs veulent rien dire, ou alors ils sortent des pépites. Pour moi, c'est c'est ça. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis d'accord avec toi. Ils sortent. Bah en fait, je trouve que dans la tool, ils sont incroyables. Ouais. Quand ils sortent de la tool, ils galèrent un peu quoi. Mais c'est un avis personnel. Hein. La Ventura, par exemple, bon, j'aime bien l'histoire. Ouais, moi j'aime moins la montre. Bah, oui, mais ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment une case historique. Oui, j'aime le symbole, mais j'aime moins la montre. Ouais. Mais c'est bon, voilà. Mais c'est. Mais tu regardes des kakis, c'est quand même. Kaki, c'est très fort. C'est très fort. Ça coûte. C'est pas très cher. Non, tu te plantes pas sur Kaki. Parce que je crois que c'est un. Bon, ils appellent ça le H80, mais c'est un état. Hein, voilà. Mais avec 80 heures de réserve de marche. Enfin, tu vois, ils sont un peu. Non, et puis canon, elle est jolie. Voilà, rien à dire. Moi, j'ai eu la Khaki Field qui était sortie il y a 3-4 ans, là, tu sais. Qui était canonissime. Hein. Qui est incroyable. Ouais, à l'époque, je l'ai payé 490, je crois, un truc comme ça. Et puis on en parle. Monté entre temps, mais. Cinéma, Hamilton, enfin, tu vois. Le cinéma, bon, ça. La Murph, moi. Mais la Murph. Elle est trop chère pour ce que c'est. Mais la Murph. Mais la Murph, elle tue quand même. Hein. Ouais, trop cher pour ce que c'est, mais c'est pas grave. Hein, donc les gars, vous sortez des super trucs d'un côté, parfois des trucs un peu bizarres. Mais ça, c'est parfois des trucs un peu mon point de vue. Mais voilà. Ouais, mais bon, sur la Khaki Field Expédition, franchement, 10 sur 10. Ils ont vraiment géré leur coup. Ouais. Alors après, je suis obligé d'en parler parce que la OW 350 CI, parce que c'est peut-être la moins connue des OW en fait. Commande inversée, donc la couronne est de l'autre côté. Elle est à 1476 sur bracelet, donc on est encore dans le budget. Ouais, c'est pas mal. Hein. 300 mètres de résistance à l'eau, donc c'est bon. C'est des moins connus. Hein, ouais. Et là, on commence à parler de vrais. Enfin, c'est une OW quoi, donc on commence à parler de vrais tanks, etc. Et écoutez l'épisode sur OW que j'ai produit, que j'ai fait il y a quelques mois avec Charles, qui est vraiment un superbe épisode. Ouais. Empreint de passion. Quelqu'un qui a suivi, repris la marque. Voilà. Encore une fois, j'ai aucun intérêt personnel à dire ça, mais c'est vraiment par amour pour cette marque. Oui. Et donc, tu as même la et du coup, il l'a bien fait. Il l'a bien fait. Moi, j'ai l'Oceanograph au moment où on parle. Et vraiment, c'est des montres qui sont très attachantes, qui ressemblent à rien d'autre. Étanchéité de fou, qui sont très tool, qui sont très résistantes. En termes de tool watch à 1500 balles, pour le coup, je pense que c'est le top. Hein, c'est des bulldozers. Quoi. Ouais. Et du coup, la 350 Ci, je voulais en parler parce qu'elle est intrigante. Moi, j'aime bien. C'est la moins connue et elle est intrigante et elle est dans le prix, donc je voulais en parler. Très sobre. Alors là, après, j'avais pensé à la Ball Fireman Racer. Elle est à 1215 sur bracelet. Donc là, on va chez Ball. Pareil. Tu vois, j'ai été chercher quand même des trucs un peu hors du truc mainstream. Moi, j'aime beaucoup Ball. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup l'histoire avec les chemins de fer, avec l'accident de train dans l'Ohio, machin et tout. Je vous invite à aller vous renseigner. Je vais pas vous faire l'histoire de Ball maintenant. Elle est amagnétique. Et c'est les tubes au gaz là, encore pour éclairer. Oui, donc, comme sur les marathons. Voilà, c'est ça, comme sur les marathons. Donc, tu as ce truc-là en plus qui est très intéressant, qui est facteur différenciant quand même. Et puis Ball, enfin franchement moi j'aime tout ce qu'ils font. Et puis ça ressemble à rien d'autre. Non voilà, ils ont vraiment leur style. Il y a une histoire, ça ressemble à rien d'autre. Il y a des specs assez sympas. Ouais, j'adore. J'adore ce qu'ils font. Sur celle-là de 1215. Alors toutes ces montres évidemment, je les mettrai sur la publication Insta du jour, donc vous les verrez toutes. Hein, j'avais aussi la Squale 1521, la Ocean Mesh. Ouais. Elle est magnifique. Ouais, c'est beau. Elle est juste trop belle. Je t'avoue, moi le bleu c'est ma couleur. Chez Squall, t'es servi. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans
ma charte graphique, etc. sur ma marque. Le bleu, c'est vraiment ma couleur et Ouais, c'est vrai. Elle c'est vrai. exceptionnelle. En plus, c'est 500 mètres de résistance à l'eau. Enfin, c'est des vrais. J'aime bien quand les montres montres passent à 500 mètres au minimum. Moi, j'adore quoi. Moi, j'aime bien. La Pelagos, j'aimais bien 300, grâce à c'est ça. intéressant, je trouve. Et 500, tu commences à rentrer dans une autre gamme différente. Après, tu as du 300. Chez ZRC 300, on sait que c'est du 300 éprouvé à mort. Évidemment. Mais je veux dire, quand tu commences à passer à 500, pour moi, on parle vraiment de plongeuse. Ça fait sérieux, ouais. Ouais, d'accord. Ça commence à être je crois qu'elle est à 1400 sur bracelet, donc très correct. Le bracelet mèche est cool. Moi, je préfère le Tropique chez Squale, mais bon, là, vous faites. C'est bien parce que ça donne des idées, parce que moi, j'ai souvent ces questions sur ces montres-là, sur ces budgets-là. Là, c'est en plus, moi, c'est que des tools par contre. Et la dernière, la Doxa Sub 600T. Qui n'est pas la 300 du coup, donc qui est un peu différente. C'est pas exactement la Doxa iconique, voilà. C'est un peu moins iconique, mais la Doxa Sub 300T coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais. Moi, c'est une super montre, je l'adore. Que je préfère en termes visuels. Visuellement, elle est incroyable. Moi, elle me casse les yeux à chaque fois tellement elle est belle. Vraiment. Par contre, elle est à 2005, la je crois, forme de pour boîte, la 300 mètres. L'aiguille de minutes. C'est magnifique. C'est trop beau, quoi. Mais elle est trop chère. Je suis désolé, 2500 balles pour une montre 300 mètres d'étanchéité avec un mouvement. Je suis un peu trop c'est un 28-24. Non, c'est même pas, c'est un Cellita, je crois. C'est un Cellita SW. Non, c'est trop. Et la 600T, du coup, qui en plus a 600 mètres d'étanchéité, elle est à 1490 sur bracelet. Donc. T'es pile dans les 1500 balles. Putain, t'as respecté les specs, c'est vu cool, hein. Et là, t'as une vraie montre de plongée bien vénère, qui a une gueule un peu différente de la 300T, du tonneau de la 300T, etc. Mais franchement, elle est trop belle. Il y a même orange sur la professionnelle, la 600T professionnelle, c'est même orange. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et je trouve que dans ces prix-là, elle est beaucoup plus intéressante que la 300. Oui, là, elle est legit, vraiment. Elle est dans la gamme dans laquelle on est censé trouver la marque. Exactement. Elle est exactement là où elle doit être. Voilà. Quand on passe pour des Doxa, pour moi, quand on passe 2000-2500 euros, on commence à. Tu t'ouvres à une gamme qui est différente quand même. Tu commences à parler sur d'autres trucs. Hein. Ouais, et puis après, la gamme 1500. Hein. Après, oui, voilà, c'est ça. Je trouve que 1500, c'est parfait. Il y a un cap. C'est pas pour rien que je t'ai demandé ça. Non, ouais. Je te dis, moi, ce que j'ai vu, alors j'en ai sorti moins que toi parce que. Alors, on reparle évidemment de la 5303, bien sûr. Maintenant qu'elle est chronométrée, chronométrique. Chronométrique. C'est le rapport qualité-prix qui est fou. À magnétique, cage en fer doux, en plus, donc à l'ancienne. Grosse couronne de remontoir, céramique et acier brossé. Faire les deux sur la même lunette, c'est quand même fort aussi. Ouais. Tu l'aurais pas pris, je l'aurais pris en vrai. Cadran laqué. Je pense que c'est un bon bleu choix. Marine, qui est noir quand tu le vois comme ça, mais en fait, tu mets le bien avec la lumière, tu vas voir, c'est laqué bleu marine. Les aiguilles Brodero, enfin, on est quand même sur. Et regarde le brillant de la lunette sur le côté. C'est incroyable. Et ils se sont régalés quand même. 1490, c'est pas volé. Non, je te dis. C'est clair. Précision chronométrique. Déjà un COS qui a moins de 1005 sur une plongeuse. Et puis quand tu portes ça, tu portes pas autre chose, quoi. Sirica, c'est vraiment à part. Et en plus, quand on sait, qu'on connaît, qu'on aime les personnes qui les ont créées, et qu'on sait à quel point ils font ça par amour du beau, en quête, comme ils disent toujours, en quête de perfection. J'aime beaucoup quand ils disent ça. Mais vraiment, elle est vraiment magnifique. Une que j'aime beaucoup aussi, et je t'avoue qui me fait de l'œil, c'est la Nivada F77. Alors celle-là, elle est quand même terrible. Je l'ai vue hier en plus. Je vais sûrement en revoir demain. Elle est magnifique. Donc il y a cadran noir, cadran bleu. Alors cadran marron, beige un peu fumé là, qui est juste à mourir. Comme un tressé carbone, c'est dingue. Avec index appliqué. C'est moi qui fait 37. Et c'est un 37 qu'elle porte bien, qui est vraiment bien. Elle est légère, 37. Et elle fait que 12,5 ou 12,65 pardon, d'épaisseur, ce qui est que dalle. C'est pas beaucoup. Hein. Donc, non, elle est vraiment incroyable. Ok. Et 37, c'est bien quand même. Hein. Moi ça me va pas, mais c'est bien. Moi j'aime bien. Toi, t'as combien toi? T'as un poignet de combien toi? 19 Je sais pas, j'ai jamais mesuré. 19? Bah tu vois, ça c'est. Bon, tu vois, 8001 parce que comme elle porte sur moi. Là j'ai un 19 cm sur le bracelet, sur le poignet droit et plus petit sur le gauche. Quand j'ai mis à 8001, elle m'allait nickel. Donc ça va être ça. Ok. Mais elle est sortie en 2022. Elle est à 1390 €. Et alors, petit truc que j'aime moins, étanche 100 mètres. Ouais, après. C'est pas une plongeuse, après, c'est une sport. Mais ça dépend ce que t'en fais. Pour toutes les tâches du jour, elle est suffisante. Voilà. Mais quand même, à moins de 1400 balles. Alors, c'est le Soprod qui est dedans, c'est le Peso 24. En plus, c'est une tuerie. Donc, c'est un tracteur. C'est une tuerie. Ça marche bien. Le cadran tressé de folie. Le travail sur le bracelet. Non, franchement, j'adore. Et c'est très, très, très fidèle au modèle des années 70. Guillaume Lédé s'était amusé à mettre les deux à côté. Ouais. Et hormis la petite usure, la petite patine, tu voyais rien. Donc, vraiment. De toute façon, c'est ce qu'ils font, Nivada. Ils sont dans le. Il avait demandé à la communauté surtout. Okay. En fait, il avait acheté, je crois, cette montre
qu'il avait acheté je sais plus si c'était dans un vide-grenier ou un truc. Enfin, je crois que c'était vraiment un truc complètement. D'accord. Et il a vu cette montre, il savait même pas qu'elle existait en fait, ce modèle. Ok. Et donc il a demandé à la copine en disant j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mecs ont dit mais attends, quoi. Ouais, puis Nivada ils font beaucoup de rééditions, tu vois. C'est un peu l'ADN de la marque depuis qu'il l'a repris, quoi. Bah, Guillaume il est bon pour ça. Ils ont raison, hein, pourquoi pas. Hein. Et puis surtout il reprend les bons modèles quand même. Oui, bah, il faut qu'il fasse du tri, on a quand même, parce que je pense qu'ils en ont sorti un paquet. Et il y a dû avoir, désolé Nivada historique, mais comme toutes les marques, il y a dû avoir des merdes quand même dans le lot, donc bon. Moins de 1005, voilà, enfin moi c'était les deux vraiment dont je voulais parler, après il y en a plein d'autres bien sûr, mais le but c'est pas de parler de tout, c'était vraiment d'être là-dessus, mais ouais elle est cool ta petite sélection là, franchement. Ouais, je fais quelques trucs sympas qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. Ouais, franchement ça fait envie. On va essayer. Ça fait envie. Ah tiens, j'ai pensé à un truc, rien à voir, mais je trouvais ça intéressant de t'en parler. J'ai vu, en préparant l'émission, ta vidéo sur l'ascension, oui, le piton de la Fournaise de nuit, là, pour aller voir le lever du soleil. Ouais. Putain, tu m'as bien excité. C'était trop cool. Hein. C'était trop cool. Tu peux nous en parler un peu? C'était... en vrai, des potes avaient fait ça il y a un an, tu vois, ils m'avaient envoyé des vidéos à la con en me disant putain, c'est trop beau, machin et tout. Et j'ai eu l'occasion d'aller à la Réunion pas longtemps après. Et je m'étais dit bon vas-y je vais me faire le piton de la Fournaise de nuit là pour me faire le lever du soleil. J'étais tout seul. Pour ceux qui ont l'occasion de le faire, très belle expérience. C'est pas une rando difficile, c'est une rando qui est un peu chiante parce que bon de nuit sur un meuble un petit peu sur un voilà. Ouais. De nuit donc c'est pas trop où tu poses les pieds donc bon en fait c'est une rando qui est dure pour les chevilles. Ben, voilà. Mais par contre sensation de ouf parce que le lever du soleil il est très progressif parce que du coup t'es haut et t'as la vue sur l'océan. C'est incroyable. Donc c'est très progressif, tu vois vraiment l'oranger arriver petit à petit, tu vois, jusqu'à vraiment avoir ce lever du soleil dingue sur une mer de nuages. Enfin c'est une folie. Et quand tu redescends, tu revois tout ce que t'as pas vu en fait à l'aller. Parce que à l'aller t'es de nuit et donc quand tu redescends, tu vois ce champ de lave et tout. C'est là-dessus que je marchais, j'aime bien. Ouais c'est ça. T'es en train de marcher, tu fais putain mais tu te rendais pas compte en fait parce que toi t'es dans le noir, t'es tête baissée. En plus moi il y avait quasiment pas de lune. Juste une frontale, c'est tout. Ouais j'avais juste une frontale, ouais. Avec quasiment pas de lune, donc c'était vraiment tu vois. Par contre ciel ultra dégagé du coup, donc les étoiles tout le long. Enfin c'était très enfin un moment un peu cool parce que je me suis rendu compte après coup que je faisais beaucoup d'expéditions ou trucs comme ça, enfin trucs un peu extrêmes, et qu'en fait je faisais plus trop de randonnée tranquille, tu vois, de randonnée un peu aussi, pour me retrouver juste. Et puis là le leitmotiv c'était le paysage, c'était pas forcément de se mettre en zone rouge quoi, c'était vraiment le paysage. Quoi, il est à 6h et quelques du match, je crois. Ouais, c'est ça, peut-être un peu moins de 6h. Ouais, 5h45, je crois, comme ça. Ouais. Trop cool, quoi. Bah, donc, franchement, tu vois, j'ai pris la voiture, je suis parti. 3h du match, je crois. Je suis parti à minuit, je crois. Non, minuit, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis parti à minuit, je suis arrivé à 2h du mat, un truc comme ça au volcan, et après, j'ai fait ma petite rando. T'en as vu d'autres qui le faisaient aussi? Trop cool. Bah, alors, j'ai vu des gens arriver après moi. Moi je suis arrivé en premier, donc j'ai été tout seul pendant un bon moment quand même au sommet. Oui, t'avais 1h30 d'avance, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup c'était trop bien parce que j'ai vraiment vu le montée du soleil, la montée du soleil. Il y a des gens, ils sont arrivés, le lever du soleil venait d'avoir lieu, tu vois, définitivement. Donc j'étais dégoûté pour eux. Ici on peut faire ça avec la dune du Pilat, mais c'est pas pareil. C'est moins fun. C'est joli aussi, mais c'est moins fun. C'est très beau. C'est pas pareil. Mais à la dune du Pilat, je ferais plus le coucher du soleil. Ouais. Avec par contre, ça pour l'avoir fait. Une bouteille de rouge. Bah, j'avais fait avec champagne rouge, c'est. Ouais. On en a fait quelques-uns. Je fais un barbecue à la dune du Pilat. Si t'as des first dates à faire comme ça, bon, on en est plus là tous les deux, mais. Non, nous c'est fini, mais des petits barbecues. J'avais fait un barbecue au sommet de la dune du Pilat comme ça avec un coucher de soleil, c'était incroyable. C'est cool. Mais non, ouais, franchement belle expérience que je recommande à tout le monde parce qu'elle est vraiment pas si dure que ça. Accessible. Ce qui est peut-être un peu plus dur, c'est plus la fatigue, tu vois, la route à l'aller, la route au retour, la route. Ouais. En fait, quand tu rentres chez toi, il est midi, tu t'es tapé une rando de fou, t'es un peu fatigué en vrai, mais c'est peut-être le côté un peu plus dur. Mais globalement, c'est une rando qui est assez accessible et qui est incroyable. Enfin, franchement. T'avais quelle montre? T'avais pas la 8001? Non, j'avais une 6000. Ah, d'accord. Tu l'avais magnétisée là? Non, la 8001, je l'ai reçue après, surtout. Ça, c'était en mars et la 8001, je l'ai reçue en juin, je crois, en juillet. D'accord. Ouais. Et je l'ai testé aussi à La Réunion, je suis retourné à La Réunion. Parce que c'est pour ça que je me rappelle. Voilà. Mais non, je l'ai testé, j'ai pas fait le Python, il était fermé quand je suis retourné à La Réunion. Il était en cours d'éruption. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, j'ai pas pu refaire le Python, mais on a quand même mis plein la gueule à la 8001, mais on a fait d'autres trucs, quoi. Oui, tu l'as bien éprouvé. Oui. C'est le centre d'essai, le banc d'essai à taille réelle, à l'échelle humaine. Exact. Bah en fait, c'est ce qu'il me dit, hein, Charles de OW. Il me dit, nous, on teste en labo, etc. Par contre, il y a des trucs, tu t'en rends pas forcément compte dans le port quotidien ou dans le port en conditions réelles. Et il me dit, bah, tu vois, ça reproduit pas pareil.
Je vois, quand j'avais été à Delémont, j'avais été voir le centre d'essai de Victorinox. D'ailleurs, franchement, belle, c'est bien ce qu'ils font, franchement. En toute honnêteté. Oui, c'est très fort ce qu'ils font. C'est très fort, ils fabriquent eux-mêmes leurs montres, ils développent leurs boîtiers. Oui, il n'y a rien à dire. Attention là-dessus. Sur l'inox. Dans cette gamme de prix sur l'inox, ça rigole pas. Hein. Ouais, ils sont très forts. C'est très bien fait. Ils mettent un soin incroyable. Je vous invite à regarder les petites vidéos que j'ai mis sur Insta qui sont très cool, les réels. Ouais, c'est très fort ce qu'ils font. Et ils ont leur centre de torture, tu sais, des montres. Alors c'est très bien de faire ça. Ils font vraiment des trucs où ils poussent vraiment le truc, mais quand même rien ne vaut. T'es quand même dans un environnement contrôlé entre guillemets. Voilà, Et il y a des trucs, tu vois, savoir si la boucle elle va péter au bout d'un moment. Tu vois, ça tu peux pas le savoir. Tu peux tirer dessus, tu peux mettre de la force, tu peux faire ce que tu veux en labo. C'est pas les mêmes torsions. Ça va pas reproduire ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Et même pour les vibrations, les trucs comme ça et tout, à un moment donné. En labo, tu peux pas tester ta montre pendant 3 semaines non-stop. Et puis ils testent un coup les vibrations, un coup la transpiration, un coup le machin. Alors que là, tout en même temps. C'est tout en même temps finalement. C'est ça. Donc au moins on sait que c'est solide. Je l'ai magnétisé comme un con la 8001 parce que justement pour mes problèmes de santé, j'ai passé 1 milliard d'IRM, de scanners et compagnie. Et évidemment, il y a un examen où j'ai oublié d'enlever ma montre. C'est plus drôle qu'ils s'en soient pas rendu compte. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit après coup. Parce qu'on la voit quand même. Je m'en voulais, je leur en voulais aussi. Je me suis dit putain, mais ils auraient pas pu du me coup, elle est du coup, elle est magnétisée. Oui, mais du coup, elle a en termes de. Elle est plus bien du tout. Elle était en 0+1. Là, elle est plus du tout en 0+1. Donc je vais aller faire un tour chez les copains de Aurel et je vais leur dire bonjour. Est-ce qu'il y a moyen de démagnétisez-moi ça, s'il vous plaît? Donc non, tu vois, petite magnétisation à la con, écoutez, ça arrive, erreur de parcours. Ouais. Il faut une 5303 magnétique aussi pour avoir les deux. Ah, mais peut-être que chez OW, il y a une montre à magnétique qui arrive, je dis ça, je dis rien. Ah, peut-être. Charles, il va falloir que tu nous dises des trucs. Peut-être. On va le faire revenir dans l'émission, c'est pas possible. Toujours un plaisir en tout cas. On avait parlé déjà la dernière fois, et justement qu'on revienne là-dessus, les specs de la montre d'exploration, alors sans parler de modèles en particulier, puisqu'on a déjà dévoilé des modèles que tu aimais bien. Montre d'explorateur idéal selon toi, on avait déjà dit, c'est montre qui a une date. Ouais, obligatoire. Obligatoire, on est d'accord. Montre qui a ou une lunette 24 heures, ou une aiguille GMT, ou les deux, idéalement. Idéalement, je dirais une aiguille GMT. Ouais. Et une lunette Rose des Vents. Ouais. Lunette Rose des Vents / 24 heures, ça se fait. Hein. Les deux sont plus petits du coup, mais c'est pas impossible d'un point de vue ingénierie. En fait, parce que j'en ai parlé sur ton podcast, sur plein de chaînes YouTube, etc. où je t'ai invité. Mais c'est qu'on demande beaucoup là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande énormément. C'est un truc qui intéresse et c'est normal. Et en fait, j'apporte toujours les mêmes réponses et tout. Et là, j'ai envie juste de modérer un peu un truc, de dire que tu peux pas tout mettre non plus dans une montre d'un point de vue purement pratique. C'est-à-dire à un moment donné, ça marche pas. Tu peux pas tout balancer dans une montre. C'est sûr. Donc si tu dois faire des choix, c'est quoi, tu vois, les priorités? Pour moi, l'aiguille 24 heures, c'est pas la priorité absolue. Ce serait important. Mais ce serait pas la priorité number one non plus. Parce que globalement, globalement, tu t'arrives quand même à te repérer dans le temps. À part si t'es sous-marinier où c'est plus compliqué, mais t'as d'autres façons que ta montre. Et globalement, aujourd'hui, t'as quand même beaucoup de moyens, même en expédition polaire, d'avoir l'heure sur 24 heures. D'avoir ton portable, d'avoir ton GPS, d'avoir ton machin, ton truc. Donc, ce serait pas le plus important. Et si jamais tout ça tombe en panne, le plus important, ce serait pas de savoir exactement s'il est 7h du matin ou 7h du soir. Le plus important, ce serait de pouvoir te repérer, si ton GPS est raide, de pouvoir te repérer grâce à ta montre. Et donc, je préférerais une Rose des Vents sur la lunette. Oui, c'est l'aspect de base. Qu'à 24 heures. Ouais, je comprends. Mais voilà, c'est très personnel. D'expérience terrain, je préférerais une Rose des Vents. Voilà. La date est importante. La date, par contre, ça par contre, c'est impossible. Parce que tu peux vraiment perdre le fil, par contre, de ça. Selon les endroits du globe où tu te trouves, tu sais plus quoi. Tu peux vraiment perdre le fil. Et là, pour le coup, il faut que tu saches quel jour t'es pour savoir combien de temps il te reste, pour savoir où la bouffe et tout. Enfin, voilà. Donc ça, c'est obligatoire, la date. C'est pour moi la fonction numéro utile. Si t'enlèves la fonction donner l'heure, qui est quand même le truc de base de la montre, donc il faut qu'elle soit précise et qu'elle donne l'heure. Ça, voilà. Il faut la date. Pour moi, c'est la fonction utile. La complication utile numéro 1, et il faut évidemment qu'elle soit ultra précise. Alors ça, je le dirai jamais assez, mais sinon la Rose des Vents elle sert à rien. Tu décales de 10 degrés si t'as 5 secondes de retard. Donc à un moment donné, il faut être dire ça aux aviateurs, tout ça. Exactement. Donc ultra précise. Fiable, robuste. Tu vois, c'est surtout sur des trucs un peu lisible, un peu con, lisible, évidemment. Les lumes, alors pour le coup, pour moi, c'est pas le plus important. Donc t'as pas forcément besoin de lumes en vrai de vrai. T'es jamais dans le noir dans les expéditions polaires.
par définition, à part Après, si tu fais des expéditions de même nuit. quand t'es pas dans le noir, il te sert quand même à contraster davantage. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais moi, si une montre est pas, tu vois, aussi violente qu'une ZRC, c'est pas grave. Enfin, je m'en accommode. Ouais, c'est clair. Je m'en accommode. Ouais. Et pour avoir peut-être OW là où ils sont peut-être un peu en dessous de leur concurrence et sur le lume. Ils améliorent ça, apparemment. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ils taffent dessus là énormément. Ouais. Mais sur les premiers modèles, enfin, moi, j'ai les premiers modèles de C1000, c'est peut-être un peu en dessous. Par contre, moi, en conditions réelles, j'ai jamais eu de problème avec une OW. Tu vois, alors, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pour les shoots Instagram, c'est peut-être moins canon. Par contre, moi j'ai toujours pu lire l'heure dans n'importe quelle condition en expédition polaire, tu vois. Il y a jamais un moment où je me suis dit merde. Et puis même d'ailleurs dans le noir dans ma chambre, moi j'ai toujours ma montre au poignet, même quand je dors et tout, je peux lire l'heure. Tu dors avec ta montre? Ouais, je peux lire l'heure à 4h du matin. Tu vois, donc et avec les ZRC qui m'a fait ça pour l'instant. Ah ouais, bah moi ça me va avec la effectivement, OW. Ils sont en train de pallier à tout ça. Oui. Mais du coup ils taffent parce que bah c'était honnêtement ils avaient pas beaucoup de trucs sur lesquels taffer parce que c'était quand même déjà très propre ce qui sortait. Et Charles est très perfectionniste donc il veut améliorer ça. Mais moi globalement je sais que ça va pas être les shoots, les lumes les plus instagrammables et tout sur une OW. Ouais. Par contre moi j'ai jamais eu de problème. Ouais. Et moi c'est tout ce qui m'importe. Le reste je m'en fous, je fais pas de photos pour Instagram. Donc contraste hyper important. Étanchéité, voilà, 300 minimum. À magnétique. Parce que c'est obligatoire. Voilà, parce que dans les pôles tu t'augmentes donc à magnétique. Et on est déjà pas mal je pense. Hein. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on est déjà pas mal. Pas de bracelet acier. Pas de bracelet acier? Non, il fait trop froid. Si alors, tu t'attrapes la peau, ça gèle. Si elle est en titane? Non, si tu attrapes la peau, ça gèle. Donc, attends, pas de contact avec l'acier sur la peau. Que toutes les montres que tu as achetées, enfin que tu as portées à chaque fois en expédition polaire, tu les mettais sur quoi? Alors ça dépend de plusieurs trucs. La Rangeman, je la mettais, elle est sur bracelet, donc voilà, sur caoutchouc. OW, je l'ai porté sur NATO, sur un James Bond. De chez Bark & Jack d'ailleurs, et je l'ai porté sur dernièrement je la porte sur caoutchouc, le caoutchouc de chez OW. En plus c'est un caoutchouc d'aventurier, c'est trop bien ce qu'ils ont fait, enfin c'est un vrai caoutchouc déjà. Et puis avec les règles et tout, avec la règle, donc ça me sert vraiment pour les cartes. Je m'en suis servi pour au Svalbard d'ailleurs il y a pas longtemps en début d'année. T'avais servi au développement, t'avais contribué au développement de ce bracelet je crois déjà. Charles m'avait demandé ce que j'en pensais mais il écoute quand même vachement ce que tu dis. Oui, ce qui était important, ce qui était pas important, et surtout est-ce que c'était gadget ou pas. Et pour le coup moi je m'en suis vraiment servi. Il y a l'alphabet Morse aussi dessus, pareil, utile vraiment. On sait jamais quand tu pars en expédition polaire et tout, tu pars dans des endroits où tu peux te retrouver à utiliser le Morse. Il y a une table de conversion aussi, conversion de mesure, tu vois, type liquide, distance, etc. Ouais, c'est ça. Donc miles, kilomètres, machin et tout. Donc c'est vraiment vraiment canon. C'est hyper discret. C'est noir sur noir. Donc c'est juste surimprimé. C'est parfait. Et du coup maintenant je la mets sur ça parce que ça marche trop bien. Mais ma montre idéale, sur ma montre d'exploration idéale, ce caoutchouc là pour moi c'est vraiment un must. Mais le truc vraiment pour moi tu peux pas battre, c'est les bracelets NASA, les velcro NASA. Mais t'avais mis déjà je crois sur ton W, non? Jamais. Je croyais que j'avais. Tu vois, j'imaginais. En plus, j'aimerais moins en faire un. J'aimerais en fabriquer un. Mais tu sais, pour moi, je veux dire pas pour le vendre ou quoi. Juste m'en fabriquer un. Donc velcro et compagnie. Velcro parce que en fait quand tu changes de fringue, parce que du coup, si c'est pas un NATO, si c'est un caoutchouc, t'as quand même le fond de boîte qui colle à la peau et on veut pas ça. Faut toujours qu'il soit à minima sur ta sous-couche. Voire sur ta polaire, et si tu veux pas galérer à lire l'heure, le mieux c'est de le laisser à l'extérieur en fait, donc sur ta Gore-Tex. D'accord. Et quand tu changes, quand t'enlèves ta Gore-Tex et que tu mets ta doudoune par dessus, quand t'es à l'arrêt le soir, du coup c'est chiant. Faut enlever ta montre avec des gros gants. Faut la mettre dans un coin, faut mettre ta doudoune et remettre la montre par dessus la doudoune. Hyper chiant. Si t'as un velcro. Incroyable. Ouais, c'est sûr. Du coup, team velcro, bracelet NASA. Donc la 8001 peut pas faire une expédition polaire. Non, polaire non. Elle fera pas d'expédition polaire. Elle fera pas d'expédition polaire parce que c'est pas adapté, trop d'acier. Mais par contre, tout ce qui est pas polaire, tout ce qui est pas moins 30. Voilà. Elle fera tout le reste. Ouais, tout le reste, elle peut le faire. Elle fera tout le reste sans aucun problème. Oui, ce qui est déjà beaucoup. Tu peux déjà lui faire du mal. Hein. Après, en vrai, moi, je te donne vraiment les conditions extrêmes. C'est-à-dire, si tu pars au ski, tu peux très bien avoir une 8001, tu vois. Là, j'extrapole, vraiment. Au ski, je prends 60 bracelet acier. C'est pour ça que ça m'a étonné, effectivement, mais ça tombe sous le sens finalement. Oui, là, j'ai vraiment.
on part 60 jours en expédition polaire. Là, je suis pas dans le. Quand la montre elle est à l'extérieur, elle se met à geler en 2 secondes et c'est pour ça qu'il faut une montre hyper résistante au froid aussi. Ouais. Et donc ça, j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans le cahier des charges, mais on a aussi et ça, c'est ce qui arrivera sur ma montre chez OW aussi, hein, une huile spéciale dans le mouvement qui coûte une fortune. Oui, t'en avais parlé déjà. C'est un truc de ouf. La petite fiole coûte une fortune. Ah, une fortune. Et surtout que c'est pour ça que les marques l'utilisent pas parce que il y a une très petite quantité, donc la fiole est surpayée. Donc c'est pas quoi en foutre après. Voilà. Et du coup, ça permet au mouvement de jamais geler en fait, donc de continuer à tourner même quand il fait moins 50 dehors. Et ça c'est hyper important évidemment aussi puisque tu la portes à l'extérieur ta montre quand même. C'est là que tu vois une vraie montre technique quand même. Après je vais te dire, hein, la C1000 en Laponie je l'ai portée jusqu'à moins 30 par-dessus les fringues du coup. Putain. Je crois qu'il y a des photos jamais arrêté. Le mouvement a jamais arrêté. Tu vois, nickel. Hein. Après c'est l'épaisseur de la carrure aussi. Hein. Bah, je pense que étant chaque 1000 mètres, ça en dit long sur le fait qu'il faut aller chercher quand même le mouvement, tu vois. C'est clair. Je pense que ça joue. Donc obligatoirement, même sans huile spéciale, bah apparemment ça tient bien quoi. Incroyable. Bah, c'est quand même des super montres. On ne le dira jamais assez. Tiens, je vais te lancer sur un truc qui va te chauffer. Rolex. Si. La Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra ou Rolex. Une Rolex Apple Watch Ultra, ça dit. Allez, let's go. Non, on avait un petit peu parlé effectivement avec ce phénomène de lassitude de la part des gens par rapport à la marque et qui peut s'expliquer par rapport au prix, etc. Alors on va pas rentrer dans cette histoire de prix parce que tout le monde le sait et globalement c'est une vieille lune maintenant à force, même si on en a déjà parlé. J'ai l'impression quand même ça fait par contre les beaux jours de beaucoup de marques qui sont en train de lancer des trucs. J'ai l'impression que Rolex a quand même sous-estimé. Tu sais, ça me rappelle, Audi l'a fait à une certaine époque. Ouais. Ça a été le lot d'Audi, ça a été le lot d'Apple à une époque aussi. En fait, on se sent intouchable. Ouais, bien sûr. Donc on commence à pêcher par excès de confiance. Ouais. Et les autres, il faut pas oublier que les autres sont avec les dents insérées derrière, et que ça pousse derrière, et que c'est toujours c'est toujours le pire moment à tous les moments, même professionnels, où on pêche par excès de confiance. Ouais, bien sûr. Et j'ai le sentiment quand même que Rolex, depuis 2-3 ans, a fait ça, avec des sorties un peu demi-molle, quoi. Enfin, des trucs. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était gentil en plus, hein, parce que même pas demi. Hein. Ils ont tenté sans tenter, vraiment. Enfin, ils ont fait croire qu'ils avaient tenté. Destro avec la couronne à gauche, Lupi. Alors, il y a un truc, moi, qui m'a particulièrement énervé dans ces sorties, là, de ces dernières années, c'est la Explorer Python avec de l'or, là. Ça t'a rendu fou. Ah non, mais comment ça, tu mets. Non, mais alors, du coup, encore une fois, moi, je suis désolé, mais c'est pas moi. J'ai pas appelé l'Explorer de chez Rolex l'Explorer. Moi, j'y suis pour rien. Ils ont appelé l'Explorer. Ouais. Elle est en hommage au mec qui a quand même monté l'Everest. Alors, c'est pareil, hein, du coup, tout le monde croit que c'est la montre qui était au poignet. Épisode 30. Voilà, épisode 30. Ils en ont fait une Python avec de l'or. Mais tout l'ADN, tout l'héritage de la montre, il est foutu du coup. C'est parce que ça n'a aucun sens. Et en plus, je crois que c'est là où ils ont dit en plus, on revient à l'ADN de la montre, on la remet en 36. Oui. Mais les gars, du coup, elle est en 36 en d'or. Les gars. Et puis après l'avoir sorti en 39, alors que tout le monde s'en foutait de l'avoir en 39. Enfin bref, c'est eux qui font une connerie. Ils la sortent en 39. Tout le monde dit, mais on s'en fout, pas d'une Explorer en 39. Ils reviennent à 36. On revient aux sources, on la revient en 36. Oui, enfin, c'est vous qui avez fait n'importe quoi à la base aussi. Hein. On va pas vous filer des médailles pour ça. Hein. C'est tout l'art de Rolex. Ah ouais, putain, par contre, ils sont trop forts en marketing. Hein. Ça, on pourra pas leur enlever. Mais belle arnaque ça. Mais ils ont sorti une montre avec des emojis. Alors écoute, c'est bravo à eux. Moi, je fais partie des rares, je pense, à avoir trouvé ça dégueu. Mais après, moi, je déteste. Hein. Mais alors, pour le coup, je suis pas la cible. Donc, j'ai mon avis à quand même peu de valeur. C'est là où tu vois quand même le biais cognitif et le suivisme. C'est Rolex. Le moutonnage. C'est pour ça que j'évoquais l'Apple Watch Ultra, parce que c'est pareil quand c'est Apple. Et je dis ça, attention, hein, moi j'ai un iPhone 14 Pro, un iMac, enfin voilà, je travaille quasiment qu'avec du Apple, mais je suis conscient que je paye trop cher pour ce que c'est, hein, et que l'Apple, qui a un côté secte dans le following de certaines marques. Ouais. Alors attends, parenthèse, je sais pas, moi je suis en Mac aussi, fait du traitement d'image, de son, de la post-prod, ou travaille au quotidien et fait la même chose que tu fais avec un PC. Déjà dans 2 ans ton truc il est raide. Après j'ai les deux moi. En vrai j'ai un gros PC. T'as avoir une bête de course. J'ai un gros PC avec une 4070 Ti, un i9 12. Ouais, mais par contre, c'est 2200 balles, tu vois. Ça coûte. Ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc, ça coûte le prix d'un iMac. C'est sûr. Donc, en fait, Apple, c'est très bon sur l'ergonomie. Et c'est pour ça, moi, en fait, tout ce qui est montage vidéo, traitement d'image, etc., je le fais sur mon Mac, alors que il est beaucoup moins puissant que mon PC. Par contre, il y a des trucs que je fais sur mon PC parce que c'est mieux chez Windows, parce que c'est pas optimisé sur Mac. Enfin, tu vois, c'est plus une question de. Là où ils sont bons, c'est sur la couche entre
l'utilisation et la technique. En fait, c'est là où les autres sont pas. Le software est développé en fonction du hardware. Voilà. Donc, et il y a que chez Apple que ça existe. Bien sûr. Enfin bon, c'est plus compliqué que ça. Mais on va dire qu'en public, c'est que chez Apple que ça existe. Moi, ce que j'ai sur PC, par exemple, Windows, c'est développé pareil pour tout le monde en gros. Tu vois. Et pour peu importe la carte graphique que t'as, le processeur que t'as, et peu importe quelle marque, quel ton boîtier. C'est de la même façon. Donc c'est différent. Donc effectivement. C'est pour ça qu'on dit souvent que Apple ça crache pas, ça bug pas. Alors ça bug quand même, mais ça crache beaucoup moins parce que le système d'opération est développé par rapport au hardware et ça a toujours été comme ça. Ça crache beaucoup moins et puis potentiellement t'as moins de virus parce que t'es moins attaqué parce que etc. Voilà. Et puis l'écosystème Apple marche très bien entre eux. Enfin, je veux dire, la communication iPhone-Mac, c'est une folie. Donc je dis ça dans le sens, tu sais que pour les specs qu'il y a. Ça coûte pas le prix que tu mets dedans, tu vois. Tu sais que. Alors, là où je suis pas. Alors, après, on va refermer la parenthèse, mais moi, je parle en termes de productivité en tant qu'entrepreneur. Je vois un monde entre les deux quand même. Ah oui, parce que sur l'ergonomie, ils sont trop forts. Parce que quand j'ai besoin de faire quelque chose, comme tu dis, c'est stable. Parce que quand j'ai besoin de faire quelque chose, c'est friendly, c'est vachement bien fait. Et donc, moi, je gagne en productivité. Donc, finalement, je vois ce que tu veux dire. Donc, finalement, je gagne plus d'argent en travaillant avec un ordi. Ça dépend de ce que tu veux en faire. C'est une question de productivité. Je pense que c'est plus le côté avec un bac à 2500 balles, tu fais pas tourner un jeu vidéo, tu vois. Voilà. Mais c'est pas fait pour ça. Mais c'est pas fait pour ça. Moi, dans le boulot. Je suis beaucoup plus productif avec un oui, non, mais ça je comprends. Mais je veux dire, il y a un côté après, pour revenir au sujet de base, le Rolex c'est un peu pareil. On en parlait en off tout à l'heure. On disait que Rolex tu les touches au prix de revente, au prix de vente. Ouais. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, Rolex c'est une folie. L'histoire de Rolex, ce qu'ils ont apporté au monde de la montre, etc. Enfin, personne peut cracher sur ça. De Rolex. Et moi, encore une fois, je reviens à l'Explorer 2 qui est une de mes montres préférées de tous les temps. C'est une Rolex. Enfin, je veux dire, et le marketing, trop fort. Ils ont réussi à faire porter une montre au Dalai Lama, au Che et à Poutine. Enfin, je veux dire, et comme McDonald's, Rolex ne vend pas des montres, mais possède de l'immobilier. Voilà, c'est ça, exactement. C'est que ils sont un cran au-dessus de tout le monde. Voilà, c'est comme ça. D'avance. Il y a quelques mois, etc. Mais effectivement, il y a des clientèles un peu sectaires, que ce soit chez Rolex, que ce soit chez Apple. C'est pour ça que souvent je compare les deux. Ouais. Il y a quand même Rolex, on est quand même arrivé à un niveau. Enfin, c'est délirant, je suis désolé, mais à quel point, juste pour les revendeurs Rolex, comme ils se comportent, t'as quand même des histoires. Tu te dis, mais c'est pas possible d'en être arrivé là pour une montre. Enfin, tu vois, ça reste une montre. Et à l'inverse, ça éveille des. J'étais avec Jean Lassossois récemment, donc la grande famille Lassossois, les distributeurs à Paris, etc., qui a des Rolex. Qui a sa boutique Rolex plutôt exactement, et il me disait les histoires, il les raconte au micro, où les mecs racontent qu'ils sont en phase terminale de cancer pour obtenir une montre. Non mais attends, c'est un truc de livre. Et comme on expliquait en off hier quand on se parlait, on s'était appelé, et où les mecs expliquaient que Rolex ne sponsorise personne en fait, et aucun influenceur, parce que finalement les créateurs de contenu le font naturellement, gratuitement, corvéable et à merci. Ils ont tellement envie, soit d'être invité à une soirée Rolex, soit 2, d'avoir le droit d'acheter une Rolex, ou d'avoir un goodies, soit 3, d'avoir un porte-clés. Alors je vais te dire, c'est porte-clés à 300 € sur le bon coin. Non mais c'est un truc de fou. Moi je suis halluciné, et encore une fois il n'y a pas que Rolex qui fait ça, mais c'est juste que là on parle des montres, et que Rolex, c'est un cas d'école quand même. Ouais, c'est un cas d'école dans le monde de l'entreprise, et pas tech et tout, mais bon, Rolex ça reste quand même la masterclass. C'est impressionnant. Parce que Rolex c'est la montre de riche du pauvre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme j'ai adoré, je sais plus qui avait sorti une vidéo comme ça, tu l'as vu, où il disait c'est une montre. Alors, les Rolex sont des montres de pauvres en fait, ils avaient expliqué pourquoi. C'est la montre de riche du pauvre, parce que c'est pas une montre de, enfin je veux dire, là les gens qui écoutent ce podcast normalement c'est des gens quand même éveillés au monde de la montre. Quand on te dit que Rolex c'est une montre de luxe, quand tu connais un peu la montre, tu rigoles, hein, tu pouffes. Et à contrario, aujourd'hui, quand on dit que Rolex c'est une montre de sport, tu pouffes aussi, hein, parce que quand ta montre elle coûte 35 000 au marché gris, t'as pas envie d'aller courir avec dans les bois, tu vois. Et en fait, Rolex, moi ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils se sont quand même vachement détachés de l'ADN de la marque, en continuant, et c'est ça qui est bâtard quand même, je trouve, dans le biais cognitif qu'ils ont créé, en continuant à se revendiquer de l'ADN de la marque. Et ça, et tu vois, typiquement, hein, l'Explorer, on revient en 36, par contre, on vous l'a fait avec de l'or. Quoi et je me dis, il y a un mec qui a décidé ça, qui l'a proposé à un autre mec qui a dit, c'est une bonne idée. Je suis comme toi, je m'imagine souvent dans les bureaux de dev. T'imagines la réunion, tu vois, on va faire ça, c'est génial. C'est trop bien. J'adore Michel, ok. Mais il est bizarre, lui, quand même. Ça ne peut pas marcher. Tu vois, tu te dis, ça ne peut pas être bien reçu par la communauté. Et à côté de ça, comme tu dis, les gens ont tellement peur de mal parler de Rolex, entre gros guillemets, voilà, que du coup,
en fait, les influenceurs, les youtubeurs, tout sur la couture et en fait, personne dit rien. Voilà. Et moi, je vais te dire, j'ai fait une vidéo sur Rolex où j'ai eu. Alors, en plus, c'est ouf à quel point plus t'es gros, plus t'es quand même à cheval sur ce qu'on dit sur toi et plus t'es susceptible. Hein. J'explique que la Rolex Explorer, c'est pas une montre d'exploration. Et à la fin de la vidéo, je finis quand même par dire que la Rolex Explorer 2 est peut-être la meilleure montre d'exploration de tous les temps. Ça va, enfin tu vois, je veux dire, je pense que du coup, et en plus je le dis avec en toute honnêteté parce que je le pense vraiment, de façon désintéressée, etc. Voilà, parce que moi je vois rien à foutre de Rolex et l'Explorer 1, je pense vraiment que c'est une énorme escroquerie en 2023, parce qu'encore une fois, c'est une très belle montre et c'est ce que je dis dans la vidéo. Je dis elle est magnifique cette montre, c'est une des plus belles montres du monde, les plus équilibrées, la Rolex Explorer 1, c'est très fou. Par contre, c'est pas une montre d'exploration. Il y a pas la date, elle est pas étanche, il y a pas de lunettes, enfin. La représentante de chez Rolex était en colère contre moi pour cette vidéo. Furie. Elle était en colère. Moi, j'en ai pris plein la gueule, tu vois. Alors que en plus, je dis que t'as osé te toucher au sacro-saint. Non mais t'imagines, et que je finis la vidéo en disant la Rolex Explorer 2 est une folie. Et du coup, non, c'est pas bon. C'est quand même pour te rendre compte comment à quel point ils osé ont peur t'attaquer qu'on les attaque, tu vois. Alors que en plus, c'était même pas une attaque à charge. Enfin, c'était pas non plus. Et je trouve que c'est dommage qu'ils se revendiquent de cet ADN Sportswatch. On a révolutionné les premières montres étanches, machin, un truc bordel. Et en fait, bon, on fait des montres avec des emojis, bah tant mieux, mais avec des guichets dates qui sont remplacés par des emojis ou des trucs. Enfin voilà. Bon, ouais. Ils en ont fait une avec des ballons aussi là. Ouais, bon, c'est bon. Voilà. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Bah, félicitations. Enfin, après, si ça s'est vendu. Moi, je me sens tellement loin de tout ça en fait, si tu veux. Et pourtant, tu vois, il y en a une qui est sortie, moi, que j'ai adoré. Alors, tu vois, on parle pas du tout des tools. On parle là, André Swatch, je vais surprendre tout le monde, et qui s'avait défoncé pourtant la 1908. Ah oui. Je l'ai trouvé trop cool. Alors moi, c'est celle que je la trouve cool, mais après, pour moi, nos modes de vie sont plus adaptés, ni toi ni moi. Ah oui, moi, celle que j'aime beaucoup et pourtant qui est très décriée, je trouve. Alors, elle est trop voyante, mais je trouve que techniquement, elle est incroyable. C'est la Skydweller quand même. Ah, Skydweller, c'est une folie. Alors, oui, elle brille. Techniquement, c'est une folie. C'est importable, mais par contre, techniquement, c'est une folie. C'est une dinguerie. Ouais, c'est trop fort ça. Ça, c'est vraiment très fort. Parce que là, c'est enfin Rolex dans le monde de la complication. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, c'est une complication fun, tu vois. Ah ouais. Vraiment, c'est cool. Cette lunette là. Ouais, la lunette qui influe directement sur la date et tout. Ça, c'est des complications fun, ça. Ah ouais. Et ça, c'est cool. Mais tu vois, moi, c'est pareil, la 1908, je la porterai pas. Enfin, je veux dire, elle est pas adaptée, machin et tout. Mais je la trouve trop belle. Et je trouve que là, et elle s'est fait défoncer quand elle est sortie. Et je me suis dit, putain, dommage. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Alors, je crois qu'elle s'est fait défoncer parce qu'elle remplace une autre gamme qui était hyper appréciée. Ouais, donc, c'est peut-être pour ça qu'elle se fait défoncer aussi. Et pourtant, elle est beaucoup plus belle que les Cellini. Ah ouais, bah oui, pour le coup, il n'y a pas photo, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est des trucs intéressants. Et quitte à revenir aux sources de la marque, tenter des trucs un peu comme ça. Même si c'est pas comparable, elle a un petit côté Patek. Le charme qu'on retrouve sur les boîtes de Patek, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors que les Cellini étaient un peu désuètes. Là, ils ont remis un peu au goût du jour. L'aiguille des heures est très propre à ça. C'est très très beau. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Mais après, encore une fois, moi, je suis pas. Je connais rien en Swatch, donc je vous dis ça. Et elles sont à des prix, alors, je pense qu'elles démarrent à 15. Ouais, bon, ça c'est un peu. Mais voilà. Bon, ça c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais bon, bref. Voilà. Après avoir dit ce qu'on voulait dans le budget 1500 €. Oui, oui, j'avoue. Tassement, je pense que le tassement va continuer. C'est un mal nécessaire, ça fait du bien, ça épure un peu tout ça. Ah ouais, il fallait que ça se tasse, c'est pas possible. Et je trouve ça, c'est un peu une bouffée d'air et ça va dans le sens de l'histoire avec. Moi, je suis assez. Je trouve que ça va. Le sens de l'histoire dans l'horloge va dans quelque chose qui me plaît, moi, en tout cas. C'est en ébullition, il se passe des choses. On a quand même. Quand j'ai commencé à entrer dans cet univers-là, vraiment, en créant la chaîne de podcast, j'ai été très étonné de voir à quel point beaucoup de gens encore étaient accessibles. Ouais. À quel point. Alors, par contre, à l'inverse, à quel point encore c'était de l'artisanat, quoi. Ouais. Je parle de la com de trucs. Enfin, il y a des boîtes où de l'extérieur, t'as l'impression que c'est une grosse machine. En fait, tu te rends compte à quel point. Bah, ils ont pas fait la transition dans le nouveau monde en plus. Waouh. Ah ouais, c'est ça, je veux dire. Clairement, mais c'est beaucoup de gens qui, alors pas tous évidemment, je suis pas en train de faire de l'angélisme, mais beaucoup de gens encore aujourd'hui qui aiment vraiment ce qu'ils font dans ce métier-là. Des passionnés plus que dans d'autres secteurs. Bah, je pense que les marques de montres qui survivent, là je parle pas justement des micro-marques Kickstarter et tout, je pense que les marques qui survivent, c'est des passionnés. Hein. Parce que comme sinon, les chaînes YouTube, comme les podcasts, comme les Twitch. C'est ça, mais je pense que tu survis pas dans ce milieu-là. C'est pas la passion, c'est pas bon, quoi. Déjà, il y a trop de concurrence et tout, donc c'est difficile de faire ton trou. Donc si t'es pas passionné, putain, bon courage, tu vois. Parce que il faut... Comme le chiffre que je t'avais donné pour les podcasts, c'est intéressant. Oui, c'est 1% des podcasts qui dépassent 20 épisodes. Ouais, c'est incroyable. Ouais, mais on en parlait hier de ça, du côté
tu tentes un truc, ça marche pas. Instant reward. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Si ça marche pas de suite, bah tu le tentes plus. Mais en même temps, quand tu le tentes, t'as pas forcément le temps de le tenter. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour les montres. Hein, les mecs qui jettent des marques, qui lancent des marques et qui perdent de l'oseille, bah putain. Et puis il fallait un peu penser à tout ça avant quand même. Parce que, enfin, moi, j'imagine toujours comment ça se passe dans le pire des cas, quoi, si tu veux. Le côté antifragile, quoi, si tu veux. Bah, de toute façon, t'es obligé parce que si tu lances ta marque de montre, même sur Kickstarter ou je sais pas quoi. T'es obligé de prendre en considération que si ça se pète la gueule, qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois. Parce que si ça se pète la gueule. Moi, je pars toujours de ce principe-là en fait. C'est vraiment, alors j'imagine le meilleur, mais il faut toujours penser au pire. Tu sais, c'est vraiment cette vision. Je crois que c'est Nassim Taleb qui a sorti ça, avec vraiment ce côté. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et c'est ce qu'ils font pour la protection du président normalement. Oui. Tout à fait. En se disant voilà, on va aller à tel pays machin. C'est quoi le pire? Le pire, c'est ça. Et on imagine que les situations les pires comme ça pour pouvoir pallier à ça. C'est ce qu'on fait en expert aussi. Hein. Voilà. C'est exactement ce qu'on fait en expert avant de partir. On dit c'est quoi le pire des cas. Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs, tu anticipes toujours les assurances en cas de mort. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Parce que le pire des cas, c'est la mort. Donc toujours prendre tes dispositions, comment t'es rapatrié, dans quel avion, machin et tout. Enfin, c'est pas fun, hein, mais il faut le faire. T'es obligé de projeter. Et je pense que quand tu montes ta boîte, c'est un peu pareil en fait. Hein, et quand tu montes ta boîte de montres, par contre, chapeau, hein, ceux qui montent leur projet de montre et tout, parce que moi, j'en aurais pas le courage et j'aurais pas la patience et j'aurais pas. Enfin, comment tu te démarques, tu vois, dans ce monde-là, alors qu'il y a déjà tout à toutes les gammes. Donc comment t'arrives à sortir ton truc différent? Regarde, Serica est un bel exemple de alors que tout existe déjà. Ouais, mais tu peux en citer un ou deux, tu vois. C'est ça qui est ouf. Mais c'est comme dans la vraie vie, en fait, comme dans les sociétés, comme dans les marques. T'as quelques sociétés qui excellent, quelques domaines ce soit. Moi aujourd'hui et demain, faire une marque pour faire la même chose que tout le monde, avec du picking et en mettant le même mouvement que tout le monde pour dire je fais sur ma marque, et faire un ego trip, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je pense que c'est un ego trip, c'est pour avoir un produit fini. Pour laisser une trace quelque part. Et être fier d'avoir ton truc au poignet, mais. Aucun intérêt. Enfin, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est beaucoup de galères pour pas grand chose. Moi, si demain je faisais quelque chose comme ça, je fais un truc différenciant. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je fais un truc qui a rien à voir, que tu trouves pas ailleurs, avec une offre différenciante. Une montre avec 22 aiguilles. Voilà, vous démerdez, vous essayez. C'est ce qu'avait fait Nicolas du coup d'Airfam de Beaubleu. Il avait sorti une montre au début en proto avec je sais pas combien d'aiguilles. Vous allez dire Beaubleu en même temps, ils aiment bien faire des trucs quand même. Et pour terminer, j'avais envie de te demander, difficile, quelle est selon toi, si tu devais sortir un modèle, une montre qui t'a marqué, qui est la meilleure sortie pour toi, Orlo 2023, hormis la 8001, merci. Non, je pense. Alors, en plus, je vais énerver tout le monde. Qu'est-ce que tu vas sortir comme truc? Non, c'est chez Omega. Ouais. J'aime beaucoup Omega. On en parle très peu, mais j'aime beaucoup Omega. C'est la Omega Seamaster Planet Ocean, la 75e anniversaire, la bleue. Ah ouais. Parce que je l'ai vu pareil, c'est fait défoncer. Attention, ils ont juste sorti quelle version? La version. Parce qu'il y a... Elle est en 39.5, je crois. Oui, c'est ça. Elle est en 39.5. J'ai essayé. Elle est exceptionnelle. Elle a l'air plus grosse que 39.5, par contre, au poignet. Alors, c'est la sensation que ça m'a fait. Ouais. Parce que la lunette est un peu. Alors, elle est très belle. Moi, pour moi, c'est. C'est vrai. Alors, le bracelet. Alors, la lunette est dingue. Le bleu est fou. Le cadran est fou. C'est un des plus beaux bleus que j'ai vu. Je l'ai posté sur mon Insta récemment. C'est magnifique. Elle est incroyable. Ouais. Je la trouve un peu petite. Alors, c'est pas. En fait, c'est plutôt le ratio hauteur-largeur que je trouve pas bon. Je vois ce que tu veux dire. Elle fait un peu cheminée, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je te la montre, tu vas venir. Ça m'a pas dérangé, moi. Je lui ai en train de montrer la publication. Ah, mais je l'ai essayé en 39.5, ça m'a pas. Moi, j'ai pas choqué. J'ai trouvé petite, moi, en fait, tu vois. Ah ouais. Voilà. Après, moi je porte que DOW, c'est que du 39.5. Oui, mais attention, je crois que j'ai eu une tu sais bien que le diamètre ne veut rien dire. Après, les cornes sont plus longues. Les cornes sont très longues chez OW. Moi, j'ai le Ocean Graph aujourd'hui. Elles sont à 50 quasiment. Ouais, c'est à 48,5. J'ai jamais eu la sensation d'avoir une petite. L'autre a des cornes très différentes, des ancelières qui sont plus courtes. Et surtout, ça m'a pas choqué. Je t'assure. Moi, je crois que j'ai tellement bugué sur le bleu. J'ai trouvé tellement. Elle m'a hypnotisé. Le bracelet non V-shape, c'est vraiment très droit. Moi, ça me gêne. Tu vois. Ouais. Mais après, je t'avoue que quand faire une montre comme ça, je la mets pas sur bracelet, très personnel. Celle-là elle finit sur caoutchouc direct parce que ça c'est plongée, montre de plongée et elle finit sur un caoutchouc bleu, j'hésite même pas une seconde. Et là la Speedmaster 57, celle-ci, comme ça, 2 cadrans, j'aime bien
Mais je suis tellement fan de la Speedmaster Pro que j'arrive pas à voir. C'est bien, ils font évoluer. Il y a une seule autre version et tu m'aurais posé la question l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. C'était quoi? C'était la Snoopy. Mais alors j'hésitais même la pas. La dernière, elle est mortelle. Je pense honnêtement. Ouais, elle est incroyable. C'est pour moi une des plus belles interprétations de la Speed depuis au moins 20 ans. Depuis la Speed. Genre, c'est vraiment. Pour moi, honnêtement, c'est ma Grail Watch. Ouais, elle est très belle. La Snoopy. Speedmaster. Non, mais mec. Et puis ça dure 14 secondes. Exactement comme le temps dans. Non, mais. Moi, c'est vraiment ma Grail Watch. C'est qu'elle a baissé là. Hein. Ouais, j'ai vu. Mais elle a vraiment baissé. Bon, bon, elle est quand même à 16. Hein, je crois que c'est ce que j'allais dire. Elle est à 16. Mais c'est ma montre, je pense, préférée de tous les temps. Je veux dire, elle est proche du prix retail de départ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est en train de revenir. Elle était montée à 30. Elle était à 14 au retail. Parce qu'elle était montée à 30-33. Hein. Ouais. Mais ils ont bien fait de l'acheter à l'époque, les mecs. Mais tu m'étonnes. J'ai hésité en plus, mais exceptionnel. Moi, c'est vraiment ma montre préférée de tous les temps. Très belle. Mais là, du coup, cette année, j'avoue, la Seamaster 600. Moi, tout me parle. Et la le planète bleu, la planète océan. De toute façon, c'est aussi une montre que j'ai toujours aimée. J'en ai eu 4 ou 5. Et alors ça, pour le coup, pour moi, c'est une des meilleures plongeuses. Ah ouais, je pense que là, je trouve qu'elle est vraiment. Alors oui, elle a la valve à hélium que j'aime pas trop, cette verrue à 10 heures. Oui, c'est comme ça. Mais alors, sur cette montre, ça me choque pas parce qu'elle fait partie de son ADN. Elle me dérange moins sur la Planet Ocean que sur la Seamaster. T'aurais la même chose sur une OW, ça me ferait chier. Oui. Mais la Seamaster 300, ça me dérange plus. Oui, je suis d'accord. Que sur la Planet Ocean. Je sais pas pourquoi ça marche plus sur la Planet Ocean. C'est la forme du boîtier, peut-être, j'en sais rien, qui est plus arrondi. D'accord. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais ça marche plus, et ça, c'est vraiment pour moi. Je sais quand elles sont sorties, en vrai, je les ai toutes aimées, je vais pas mentir. De ce dégradé de bleu qu'ils ont fait, même la Ploprof, je l'ai kiffé. Enfin, tu vois. Ouais, elles sont trop belles. Mais la 600, on est pile sur le bleu que j'aime, on est pile sur les specs que j'aime. Avec le bleu un peu fluo, bleu clair là, sur les marquages de la lunette et tout. Incroyable. Puis je la mettrai comme d'habitude. Espèce de bleu profond au centre du cadran et puis bon mouvement Omega, enfin tu vois Omega, je pense que le rapport qualité-prix fou furieux, Métas. Master coaxial Métas, ouais, attention là. Hein. Je pense que Omega en termes de rapport qualité-prix dans cette zone-là, entre les 5 et les 10 000, là, c'est du très très lourd. Ils sont imbattables. Ouais, c'est très très lourd. Et je te dis, moi, on en parle très peu d'Omega parce que bon, ça vient pas dans la conversation parce tout le monde connaît déjà Omega en plus. Mais moi, je pense en grande marque, en marque mainstream, pas indépendante et tout, je pense que c'est ma marque préférée, genre de très très loin. Pour plein de raisons. Pour ce que ça incarne, pour même son histoire aussi, même pour James, même pour Biver m'en parlait quand je l'ai eu au micro, à ton micro là récemment. Il me disait quand il est arrivé en 93, qu'il a mis Pierce Brosnan et qu'il lui a fait quitter à James Bond une Rolex pour une Omega. Ouais, il lui a fait porter fort. Il a fait porter une Quartz en plus. C'est quand même très fort quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue quoi. C'est Crawford. Enfin, il a et quand maintenant même. C'est plus maintenant James Bond est plus apparenté Omega. Alors qu'effectivement, il y a quand même 20 ou 25 ans avec une Rolex, tu vois. Ouais. Et que dans les bouquins, il y a une Rolex. Il est plus apparenté Omega. Il y a quand même un. Mais Omega. Les Jeux Olympiques, enfin moi il y a plein de trucs qui me parlent chez Omega. Ouais, c'est vrai. Bon évidemment l'exploration spatiale parce que ils ont quand même c'est comme Rolex avec l'Everest qui nous fait chier encore 110 ans après. Omega ils font pareil avec la Lune d'ailleurs. Ouais, ils sont moins bons en storytelling quand même. Hein. Oui, mais ils continuent à faire chier avec la Lune. J'aurais aimé qu'ils nous sortent une constellation mais vraiment réinterprétée fidèlement si tu veux. Ça aurait été cool ça. Je pense qu'ils le feront. Omega ils sortent beaucoup de modèles quand même, tu vois, de réinterprétation et ils sortent beaucoup de modèles différents. C'est pas comme chez Rolex, t'as quand même des vraies tentatives, t'as des vrais cassages de gueule du coup. Hein. Et je pense à ce que tu me disais là par rapport à la Lune. Tu as vu cette vidéo qui est sortie récemment sur l'IA avec en fait ils ont fait tester que Poutine a fait tester ouais avec la j'ai vu. Après est-ce que je crois Poutine non mais c'est pas Poutine qui l'a testé en fait hein. C'est une boîte d'IA qui a fait qui en fait ça te permet de reconnaître si les vidéos sont vraies ou fausses ou sont fake. Mais c'est Google je crois qui fait ça d'ailleurs. C'est Google qui fait ça exactement et ils ont testé ça et pour tester ils ont pris l'unissage et l'IA a dit que la vidéo était fausse. Donc là gros parce que je l'ai vu hier avec Poutine ce truc. Et en fait voilà et c'est pour ça que Poutine Google a proposé ça. Tout le monde lui a bien rigolé en disant tu vois parce qu'il voulait justement tester. Et en fait ils ont effectivement concédé que la vidéo était fausse. Ouais ça j'ai vu.
Voilà, en disant oui, elle est fausse parce qu'on a perdu la trace de la vraie et qu'on a dû reconstituer quelque chose. Oui, j'ai vu ça aussi, qu'ils ont perdu les rushs ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Là, je fais putain, vous faites chier parce je rouvre le dossier volontairement. Non, mais ils font chier parce qu'ils, quand même, depuis quelques temps, là, je trouve qu'il faut en parler de Saint-Jean, mais on donne on apporte de l'eau au moulin des complotistes, là, depuis quelques années, là, où, en fait, tu vois, typiquement, enfin, je veux pas faire de politique, hein, mais le truc des masques au début du Covid, en mode, non, les masques, ça sert à rien, et après, ouais, c'est obligé de porter un masque, sinon vous avez une amende et tout. Et après, t'as des gens, ils sont là, ils font, attends, c'est ce qu'on disait, nous, il y a 6 mois, on nous traitait de complotistes. Et là, avec le truc de la Lune, ça va relancer des trucs pas possibles, putain, arrêtez de leur apporter de l'eau au moulin. Ça m'a fait sourire parce que, tu vois, c'était juste ce côté-là, ça m'a fait sourire. Mais voilà. Après l'alunissage, par contre, pour Omega, hein, c'est encore aujourd'hui un fonds de commerce, évidemment. La Speedmaster, je pense que ça doit être encore la montre la plus vendue de chez Omega, hein, à mon avis. C'est une des montres les plus reconnaissables dans le monde entier. C'est ce que j'allais dire. C'est une des montres les plus connues du monde. T'as la Speedmaster, t'as chez Rolex, tu vas avoir la Submariner. Et la GMT éventuellement, la Sub surtout. Je pense la Submariner et la Speedmaster, t'as les deux montres les plus reconnaissables du monde. Hein. Puis Datejust sûrement. Ouais, peut-être la Datejust, mais la Speedmaster, je sais pas, mon père il y connaît rien en montre, tu lui montres une Speedmaster, il dit ce que c'est, tu vois. Et Omega, au-delà de ça, vraiment, moi je trouve que rapport qualité-prix c'est une folie. Même s'ils ont augmenté leur prix, c'est quand même encore ça reste toujours intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis leurs montres elles sont folles. Enfin moi après tu vois c'est un style aussi global d'une marque. Moi par exemple Rolex ça parle beaucoup moins qu'Omega, tu vois. Et la qualité est folle, les mouvements, tu sais que de l'aveu de beaucoup d'horlogers, vraiment, quasiment tous s'unissent pour dire que les mouvements Omega valent au moins les mouvements Rolex en fiabilité. Ah oui. C'est précision, ce que fiabilité, j'ai beaucoup d'horlogers qui le disent. Ouais, j'avais entendu dire des gars qui disaient ça vaut au moins Rolex, si ce n'est mieux. Voilà, exactement. Sur pas mal de points, tu vois, sur pas mal de specs un peu anti-magnétique, anti-choc et tout, voilà. sur les conditions de la vie réelle. Exactement. Omega, sur la durabilité, etc., voilà. etc. Et puis bon, au-delà de l'espace, il y a quand même eu des Omega qui ont fait des trucs de ouf, hein. Je pense à la Speedmaster encore, qui a quand même traversé l'Antarctique, qui a monté tous les sommets les plus hauts du monde au poignet de certains explorateurs les plus célèbres des années 70-80, tu vois. Enfin, les dernières Omega avec 15 000 gosses de résistance, enfin, t'as quand même le coax. Ouais. C'était pas mal. Ouais. Le Spiral. Enfin, ils ont quand même vraiment sorti des dingueries. Hein. Mais en plus, et puis des dingueries utiles. Tu vois. Il y a des mouvements, tu vois, chez FP Journe ou des trucs comme ça et tout. C'est des folies ces mouvements, mais c'est pas utile. Ouais, il y a aucun monde où dans la vie réelle ça change un truc par rapport à un autre mouvement. Mais c'est ce qui rend le truc beau aussi quelque part. Ah, mais par contre c'est magnifique. Du coup, on est dans l'onirisme, dans le craftsmanship. Tu vois, on est dans l'artisanat ultime. Voilà, donc il en faut. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, j'adore regarder des vidéos sur FP Journe, machin et tout. J'y connais rien, mais tu vois, je kiffe. Mais Omega, ils font des mouvements ultra complexes. Qui servent un bien à la fin, un truc final qui est hyper intelligent, qui dit en fait notre montre elle est juste plus précise, elle résiste absolument tout ce que tu peux lui mettre dans la tronche, le mouvement il sera toujours au top. Et ça c'est peu importe, tu tombes t'es en train de courir, tu tombes dans les bois, tu peux repartir, la montre et continuer à tourner, tu passes dans un champ magnétique pour avoir des trompettes avec des planètes océans et compagnie, je n'ai pas de problème. Hein. La lunette céramique ne bougeait pas, le saphir ne bougeait pas. Elle était parfaite pour James Bond. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as raison. C'était hyper bien choisi. Ouais, t'as raison. Puis maintenant, ça lui irait pas une Rolex à James Bond. Enfin, tu vois, ça marcherait plus. Ça marchait quand c'était l'époque du Rolex aligné avec ce qu'on aime, avec la tool, avec. C'est ce que j'allais dire. À l'époque, c'était des tools. Quand tu l'achetais au prix. Tu l'avais catalogue avec le polymiroir central et tout, ça va pas. Quoi. Ouais, et puis tu serais obligé de te dire, putain, il a acheté comment et il a acheté combien, tu vois. Est-ce que James est sur liste d'attente? Est-ce que James Bond est sur liste d'attente ou est-ce qu'il est obligé d'acheter au marché gris, tu vois? Tu serais obligé de te poser la question parce que Rolex c'est tellement. C'est Moneypenny qui doit appeler pour. Oui, c'est ça, qui prend des rendez-vous et tout. Est-ce que Rolex c'est pas plus apparenté maintenant aux listes d'attente que vraiment à leur montre, tu vois? C'est plus la première chose que tu te dis quand tu vois une Rolex et tu dis je peux pas l'avoir, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup c'est presque devenu une vanne, tu vois, un running gag dans le monde de l'horlogerie. Tu dis je peux pas l'avoir et puis derrière en fond tu vois des mecs qui te font un petit coucou en disant tu la veux? Ouais, tu la veux? Bah il faut en acheter 22. J'espère que t'aimes les quenelles. Ouais, parce que ça c'est pareil, les revendeurs Rolex qui demandent d'acheter 15 Rolex là pour on les connaît ceux-là aussi. Ouais. Mais c'est dommage parce que c'est une marque magnifique et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui fait parmi les meilleurs mondes d'exploration possibles. Alors que Omega, tu veux ta speed, tu vas maintenant, dans 2 heures tu l'as. Ouais, c'est ça. Tu vas à la boutique, tu ressors avec. Tu ressors avec. C'est quand même... Ça aussi, c'est quand même cool. Et je pense que Omega, l'air de rien, Omega et on pourrait citer plein d'autres marques, mais là, je pense que Omega Rolex, dans l'esprit des gens, c'est quand même c'est le top 2. T'as une dualité, voilà. C'est dans cette gamme. C'est le top 2 dans la gamme luxe grand public. Luxe abordable, voilà, c'est ça. Gros guillemets. Dans le luxe du pauvre, là, qu'on disait tout à l'heure.
Omega, ils gagnent du terrain en faisant ça. Hein. Ouais. Je suis désolé, mais moi demain, c'est ce que je te disais. J'ai 10 000 € à mettre dans une montre. Je vais pas chez Rolex. Hein. Et c'est ce que je te dis. Mais de toute façon, tu prends pas. C'est ce que je te disais, c'est que ils ont pêché par excès de confiance, je pense. Alors, ça les empêchera pas de les vendre, attention. Non, j'ai pas de souci pour les 250 000 Tool et les 1 200 000 machin. Elle est partie, on va pas se péter la gueule. On n'est pas inquiet. Non. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de mindset là-dessus, qui ont changé d'état d'esprit, qui ont changé de façon de voir les choses, etc. Moi j'allais dire Breitling aussi, tu vois. Ouais. Moi j'aime moins Breitling, mais si t'as 8000 balles à mettre dans une montre, tu peux aller chez Breitling, chez Omega, et chez Rolex, il y a des montres à 8000 balles au catalogue. Hein. Même moins. Bon, oui, même moins, c'est quoi, c'est 5000 l'entrée de gamme chez Rolex 5008 je crois aussi. Ouais, voilà, donc techniquement, c'est pas énorme, attention, hein, encore une fois, heureusement on est sur un podcast horloger, donc c'est beaucoup d'argent. Un mec un peu énervé qui économise pendant quelques temps, il peut se la payer. Voilà, et c'est surtout qu'on sait que c'est des loisirs ou des passions qui coûtent très cher, et on sait combien ça coûte une montre, donc je veux dire là on est entre nous, tu vois, on sait. Rien d'indécent dans le fait de dire c'est pas cher, mais sauf que tu peux pas acheter une Rolex à 6 000 €. C'est tout le sujet, c'est que tu peux pas en fait. Donc, et c'est ça aussi, moi ça me rend fou. Je me dis, donc toutes les Rolex par définition, aujourd'hui sont devenues des objets de spéculation. Puisqu'il est impossible d'acheter une Rolex au prix catalogue, donc tu l'achèteras obligatoirement plus cher. Donc ça veut dire que tu espères au minimum qu'elle garde sa valeur ou la rende plus chère. Donc en fait, ça peut plus être un objet autre qu'un objet de spéculation. Et du coup, ça perd tout le charme en fait. On a fait rentrer le lion dans la cage. C'est-à-dire vraiment, les spéculateurs représentent, j'ai pas de pourcentage précis, mais je dirais 50, 60, 70%. Moi, j'allais dire au moins 1 sur 2 pareil. J'allais dire c'est 1 sur 2 qui, finalement, et moi je reçois tous les jours des messages en me disant j'ai envie de placer mon argent, quel Rolex tu me conseilles. Voilà. Enfin, donc on est loin de la passion. Hein. Là, c'est en train de se péter la gueule, mais on suivra ça en tout cas. Omega à retenir pour toi. Et non, c'est un très bon choix. Dylan, merci en tout cas. Merci à toi. C'était cool. Ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez aimé ce format-là. Je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir parler de divers sujets. Tu nous as donné des bons tips. On a pu parler de ton quotidien. On a pu parler de différentes gammes de montres, donner des conseils parce que beaucoup attendent là-dessus et donner un petit peu la couleur horlogère telle qu'on la voit avec les lunettes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, merci Dylan. On suivra ton actu. Merci à toi, merci, à très vite, j'espère. Ciao tout le monde. Ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide beaucoup la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain 9h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!